Un millionnaire stérile avait acheté un garçon d'une famille pauvre. Le lendemain, il s'évanouit en voyant que l'enfant portait la marque de naissance de sa propre famille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Aux premières lueurs de l'aube, Henri se levait silencieusement. Il portait une chemise à manches longues, même en pleine chaleur, cachant soigneusement ses bras. Il marchait lentement, prenant garde de ne faire aucun bruit, et attrapait le chiffon de sol. Il se mettait alors à frotter chaque coin de la maison, qui, bien que spacieuse, était ancienne et mal entretenue. L'odeur de moisissure et de poussière était omniprésente, mais il y était habitué. Je dois terminer avant qu'il se réveille. Ils vont s'en prendre à moi si tout n'est pas parfaitement propre, pensa-t-il, accélérant ses mouvements tandis que le soleil commençait à poindre. Le sol était presque reluisant quand Henri entendit des pas lourds provenir de la chambre. Raymond, son père adoptif, entra dans la cuisine d'un regard glacial. Il observa le sol propre et esquissa un sourire en coin, mais ce n'était pas un sourire d'approbation. Sans un mot, Raymond prit un paquet de farine et le renversa sur tout le sol, étalant de la poudre blanche partout. « Le sol est toujours sale, Henri, dit-il d'une voix dure et cruelle. Henri baissa la tête, reprenant le chiffon sans protester. « C'est toujours comme ça, mais je ne peux pas me plaindre. Mieux vaut rester silencieux. Si je me plains, ils vont me faire du mal, pensa-t-il en maîtrisant sa peur. Bientôt, Charlotte apparut, tenant une tasse de café brûlante qu'elle renversa délibérément sur le sol, juste là où Henri venait de terminer le nettoyage. « Tu es lent, Henri, dit-elle avec mépris. On dirait que tu n'y mets pas assez d'efforts. Allez, recommence. » Sa voix était sèche, et ses yeux brillaient d'une lueur cruelle tandis qu'elle observait le garçon se pencher à nouveau pour nettoyer. Henri tenta de ne pas trembler. « C'est toujours pareil. Elle fait ça pour me faire pleurer, pensa-t-il en frottant le sol. La manche de sa chemise glissa légèrement, dévoilant une marque en forme de papillon sur sa peau. Charlotte la remarqua et s'avança, attrapant son bras avec force et tirant la manche vers le bas, agacée. « Combien de fois dois-je te le dire? Cette marque ne doit jamais se voir. Tu crois que j'ai envie de regarder ça, Henri? Tu crois que j'ai envie de voir cette tache hideuse? Cache-la immédiatement, ordonna-t-elle d'un ton plein de mépris. » Il n'avait presque plus la force de répondre, déglutissant avec difficulté tandis que son bras lui faisait mal. « Je sais que ça ne devait pas se montrer, c'était ma faute, pensa-t-il, retenant ses larmes. Raymond lâcha un rire bref et glacial, prit une chaise et la traîna exprès sur le sol, produisant un bruit fort et agaçant. « Tu es un fardeau, Henri. Tu ne sais même pas garder la maison propre. Combien de fois faut-il te montrer comment faire correctement? Tu n'apprends rien, hein » ria-t-il à nouveau, attrapant un morceau de pain qu'il jeta par terre. « Tiens, un peu plus de travail pour toi ?» Raymond regardait Henri avec dédain, comme s'il n'était rien. Henri se pencha à nouveau, sentant son cœur se serrer. « Ça ne finira jamais, pensa-t-il en nettoyant en silence. Charlotte croisa les bras, observant Henri de loin avec une expression froide. « Tu sais, Henri, je me demande ce que tu ferais sans nous. Un garçon comme toi, sans aucune valeur, que deviendrais-tu dehors? Nous t'enseignons la valeur du travail acharné, sois reconnaissant que nous soyons si compatissants et t'éduquions, dit-elle, ses mots perçants, tandis qu'Henri essayait de nettoyer chaque parcelle de saleté avec le chiffon. Je n'ai pas le choix, il faut juste que je continue sans me plaindre, pensa-t-il, essayant de ne pas montrer sa fatigue. Des heures plus tard, la chaleur à l'intérieur de la maison devint intense, et la sueur commença à couler sur le front d'Henri. Son corps était faible, et il voyait à peine droit, mais il continua de frotter le sol, craignant de s'arrêter et d'être puni. Je ne peux pas montrer de faiblesse. Si je m'arrête, ce sera pire, se répétait-il, essayant d'ignorer la douleur. Raymond rit de nouveau et, pour augmenter le désordre, attrapa de la nourriture sur la table et la jeta par terre. Regarde-le, Charlotte, on dirait qu'il commence à s'épuiser, mais il reste encore beaucoup à faire. T'es fatigué? Eh bien, continue, parce que je veux voir ce sol briller. Il le regarda avec un air provocateur tandis qu'Henri, les mains tremblantes, tentait de ne pas s'effondrer sur place. Je dois juste tenir un peu plus longtemps. Bientôt ils dormiront, se distrairont, et me laisseront en paix, pensa-t-il, le visage en sueur et le corps lourd. Charlotte regarda le garçon avec mépris. C'est pathétique, regarde-le, Raymond, il n'a même pas l'air d'une personne. Et s'il pense pouvoir se plaindre, je n'écouterai rien. Ta place est là, à genoux, à nettoyer le sol. Elle se pencha, appuyant fermement sur son épaule pour le forcer à se pencher davantage, comme pour rappeler à Henri où était sa place. Henri continua de nettoyer, tentant d'ignorer sa fatigue, mais il commençait à sentir sa peau s'échauffer. Au fil de la journée, la chaleur augmenta, rendant tout autour de lui plus distant. Henri observa les traces de farine et de miettes de pain éparpillées sur le sol, et malgré ses vertiges, il se remet à frotter du mieux qu'il peut. « Je ne peux pas m'arrêter, je dois terminer » pense-t-il, sentant ses forces le quitter. Dans un dernier effort, Henri tente de nettoyer les dernières saletés, mais le sol commence à tourner sous ses pieds, sa vision s'obscurcit et il perd l'équilibre. À bout de force, Henri murmure pour lui-même, « Peut-être qu'ils vont enfin me laisser tranquille. » Et il s'évanouit, s'effondrant au sol, succombant à la fièvre et à l'épuisement extrême. Des heures plus tard, dans la petite chambre étouffante à l'arrière sans fenêtre, Henri est allongé sur un vieux matelas.
Tout son corps est brûlant et tremble sous l'effet de la fièvre. Dans son délire, ses yeux troubles s'ouvrent et se ferment avec difficulté, ses mains faibles s'accrochent au drap déchiré, et il marmonne des phrases incohérentes, perdu entre la douleur et l'épuisement qui le submergent. Si je ferme les yeux, peut-être que la douleur disparaîtra, tente-t-il de se rassurer, cherchant un réconfort qui ne vient pas. Ses respirations courtes trahissent la difficulté à endurer la fièvre. Dans le salon, Raymond et Charlotte semblent totalement indifférents au son provenant de l'arrière. La musique forte emplit la pièce et les rires résonnent dans toute la maison, insensibles à la souffrance d'Henri dans la chambre du fond. Pour eux, il n'était qu'une présence gênante, quelque chose qu'ils pouvaient reléguer dans un coin, loin de leur moment de plaisir. Charlotte leva un verre plein en trinquant joyeusement avec Raymond. « À nous, enfin libres de vivre en paix sans être dérangés par qui que ce soit, surtout pas ce garçon », cria-t-elle en riant bruyamment. « Il doit rester à sa place, et ne pas troubler notre tranquillité en tombant malade tout le temps et en échouant dans ses tâches, répondit Raymond avec un sourire satisfait, écartant toute possibilité qu'Henri puisse réellement souffrir. Pendant que la fièvre augmentait, Henri murmurait des mots entre deux gémissements de douleur. La chaleur le consumait de l'intérieur, et sa tête tournait de plus en plus. Il avait l'impression de brûler, sa peau ressemblait à des braises ardentes. Tout semblait se fondre autour de lui, et il tenta de se souvenir d'un moment où il n'éprouvait pas cette douleur. « Je voudrais juste un répit, un jour sans cette douleur », pensa-t-il, complètement envahi par la faiblesse, au point que respirer devenait un défi. À ce moment-là, agacé par les gémissements d'Henri, Raymond frappa violemment à la porte de la chambre, le bruit résonnant sur les quelques meubles de la pièce. « Assez de ces gémissements, gamin ! Ne gâche pas notre fête avec tout ce cinéma », cria-t-il en claquant la porte d'un geste de colère, avant de retourner au salon sans une once de compassion. Henri entendit la voix de Raymond mêlée au bruit de la fête, mais il n'avait pas la force de répondre. « J'aimerais qu'il sache ce que ça fait de ressentir cette douleur », pensa-t-il, incapable de bouger, simplement résistant. En entendant le commentaire de Raymond, Charlotte rit en dansant seule au milieu du salon. « Ce gamin ressemble à un poids mort. Il ne fait que se plaindre et tomber malade. Qui lui a dit d'être si faible, pas vrai ?» lança-t-elle en tournant le visage vers le couloir, comme pour se moquer de la situation d'Henri. Raymond acquiesça en riant, prenant un autre verre. « Qu'il apprenne à survivre. S'il ne peut pas le supporter, tant pis pour lui, dit-il, montrant un total désintérêt pour l'état du garçon. Toujours allongé sur le matelas, Henri se mit à se souvenir de fragments confus d'un passé lointain. Il entrevit des visages qu'il ne reconnaissait pas vraiment, mais ressentit un pincement au cœur en pensant à eux, comme si son esprit lui montrait qu'il y avait des personnes qui tenaient à lui. Mais tout cela semblait être un rêve lointain, presque impossible à croire. Pourquoi est-ce que je pense toujours qu'il y a quelqu'un quelque part qui tient à moi ? Pourquoi ai-je le sentiment que Raymond et Charlotte me cachent quelque chose ? Se demanda-t-il entre deux gémissements, de plus en plus perdu dans ses propres souvenirs. Dehors, un homme marchait le long du trottoir, tenant une petite photo usée d'un bébé. Jacques Rivero, un homme grand aux traits fermes et au regard sérieux, observait l'image du bébé qu'il tenait autrefois dans ses bras à la maternité, un mélange de tristesse et d'espoir dans les yeux. Il avait passé des années à rechercher ce fils perdu, celui qui lui avait été enlevé à l'hôpital. Maintenant, ne pouvant plus avoir d'enfant, Jacques sentait sa vie devenir chaque jour un peu plus incomplète, rongée par l'absence de réponse. Où pourrait-il être maintenant ? Comment vit-il ? Sait-il combien je le cherche encore ? Sait-il qu'il a un père qu'il aime depuis le tout premier instant où il l'a vu ? Sait-il que tant que je vivrai, je ne cesserai jamais de le chercher, murmura-t-il en tenant la photo avec force, comme si ce morceau de papier pouvait le guider jusqu'à son fils. En marchant lentement dans la rue, une habitude qu'il avait prise pour tuer le temps, ses pensées revinrent à l'accident qui l'avait rendu stérile, au désespoir de savoir qu'il n'aurait jamais une autre chance d'être père. Cette quête de son fils était devenue une mission de vie, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Si seulement je savais où il est, je donnerais tout pour un indice, pensa-t-il, sentant le poids de toutes les années passées sans nouvelles. Jacques aimait marcher la nuit, malgré les réticences de ses gardes du corps. Il savait que c'était risqué, mais il ressentait le besoin de le faire. C'est peut-être un espoir insensé de continuer à arpenter les rues à sa recherche. C'est risqué et peut-être trop dangereux, mais les enquêteurs ne trouvent rien. J'aime me sentir en mouvement, comme si je faisais quelque chose, même minime, pour retrouver mon fils, pensa-t-il. La musique forte provenant de la maison de Raymond et Charlotte fit tourner la tête de Jacques vers ce bâtiment ancien et modeste. Il pensa poursuivre son chemin, mais il entendit alors un bruit faible, étouffé, venant du fond de la maison, pendant une pause dans la musique. C'était un gémissement à peine audible, perdu parmi les bruits de la fête, mais quelque chose dans cette voix le fit s'arrêter et prêter attention. Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'aide ? On dirait un enfant blessé, comment pourrais-je ignorer ce son ? Se demanda-t-il. En s'approchant du mur, attentif au bruit venant de la pièce, Jacques entendait Henri marmonner des mots incohérents, son corps se tordant sur le matelas. La fièvre le consumait, et il n'avait presque plus la force de bouger, mais les gémissements de douleur échappaient malgré lui. Il se sentait seul, complètement ignoré par les deux adultes qui riaient dans la pièce voisine. « Pourquoi personne ne m'entend ? J'aurais juste voulu que quelqu'un m'aide, pensa-t-il, sentant la tristesse s'intensifier en même temps que la fièvre.
Jacques jeta un dernier regard vers la maison, ressentant une étrange curiosité et un malaise qu'il ne pouvait ignorer. Il avait l'impression qu'une force l'attirait vers la maison, bien qu'il n'ait jamais été du genre à s'immiscer dans la vie des autres. Quelque chose dans cette situation le troublait, le son faible des gémissements semblait l'appeler d'une manière inexplicable. Qui que ce soit, il semble souffrir, murmura-t-il en s'approchant. Dans la chambre, Henri essayait de rester éveillé, mais le délire commençait déjà à lui faire perdre la notion de l'endroit où il se trouvait. Dans son esprit, les souvenirs et les fantasmes se mélangeaient, et il se voyait dans des endroits inconnus, entouré de visages sans nom. Est-ce que quelqu'un viendra un jour me sortir d'ici, pensa-t-il, le cœur faible et les yeux presque fermés, alors que sa respiration devenait de plus en plus irrégulière. Agacé par les faibles bruits venant de la chambre, Raymond frappa à nouveau violemment contre la porte, ignorant complètement les signes de fièvre d'Henri. « Ça suffit, gamin. Si tu dois être malade, fais-le au moins en silence, cria-t-il, laissant la porte entr'ouverte en retournant au salon. Charlotte, à ses côtés, riait sans se soucier de ce qui se passait dans la chambre. « Ce garçon va nous causer des problèmes jusqu'à la fin de sa vie, s'il tient si longtemps, ajouta-t-elle avec un rire acide. Dehors, Jacques serra la photo dans sa main et prit une profonde inspiration avant de la glisser dans sa poche. Les gémissements semblaient de plus en plus proches, presque comme un appel. Il sentit une oppression dans sa poitrine, et son cœur battait de plus en plus fort. « Je dois voir ce qui se passe, peut-être que je trouverai des réponses ici, murmura-t-il, sans trop savoir pourquoi il se sentait ainsi. Jacques s'approcha de la maison, le cœur lourd et l'esprit tourmenté, l'image du bébé sur la vieille photo encore fraîche dans sa mémoire. Depuis qu'il avait entendu ces plaintes venant de l'arrière-cour, quelque chose s'était éveillé en lui, et il savait qu'il ne pouvait partir sans comprendre ce qui se passait. Les sons étouffés d'un enfant semblaient résonner en lui, presque comme un appel à l'aide. Prudemment, il se pencha pour regarder par la fenêtre de la petite chambre sombre, jetant un œil à l'intérieur de la maison claustrophobe. Là, il vit un garçon allongé sur un matelas déchiré, tremblant de fièvre et visiblement malade. Henri murmurait des mots à peine audibles, ses mains agrippant le vieux tissu de son drap, comme s'il représentait son dernier espoir de sécurité. Jacques sentit son cœur se serrer en voyant l'état du garçon. Il semblait lutter contre une fièvre intense, sa peau était pâle et couverte de sueur. Henri tenta de se relever, mais il était évident que son corps n'avait plus aucune force. Cet enfant a besoin d'aide. Personne ne s'occupe de lui, pensa Jacques, sentant une urgence grandissante. Il ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. Alors qu'il regardait, il vit Henri tousser violemment et porter un mouchoir à sa bouche. Quand le garçon retira le mouchoir, Jacques fut choqué de voir des taches de sang sur le tissu. Le garçon fixa le sang avec une expression de panique mêlée de résignation, comme s'il était déjà habitué à cette situation. Il serra le mouchoir dans sa main tremblante, essayant clairement de contenir sa toux, comme s'il craignait d'attirer l'attention. « Ce garçon est plus malade qu'il n'en a l'air, et il est tout seul » murmura Jacques, encore plus convaincu qu'il ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. En entendant des pas dans le couloir, Jacques eut à peine le temps de réagir avant de voir un homme et une femme entrer dans la pièce, tous deux affichant des expressions irritées en remarquant sa présence par la fenêtre. Raymond échangea un regard rapide avec Charlotte, comme pour communiquer sans mots, puis s'avança vers Henri, ajustant brutalement la manche du garçon pour couvrir quelque chose sur son bras que Jacques n'avait pas pu voir. Raymond se tourna vers Jacques avec un regard dur et inflexible, et, sans chercher à cacher sa colère, s'avança vers la fenêtre. « Qui croyez-vous être pour espionner les fenêtres des autres ? C'est une affaire de famille, ça ne vous regarde pas, » lança-t-il, sa voix pleine de mépris, tout en gardant sa main fermement posée sur l'épaule d'Henri, comme s'il voulait le maintenir immobile. « Dégagez d'ici avant que j'appelle la police, ajouta-t-il. Charlotte, qui jusque-là observait avec les bras croisés et une expression de pur dégoût, fit un pas en avant en pointant la sortie de la maison. « Vous avez vu ce que vous vouliez ? Nous n'avons pas de temps pour les intrusions, dit-elle d'une voix tranchante. Elle jeta un regard rapide au garçon, fronçant les sourcils, avant de reporter son attention sur Jacques. « On ne veut personne ici, surtout pas quelqu'un qui pense avoir le droit de s'immiscer dans notre vie, ajouta-t-elle, un ton de menace à peine voilé. Jacques resta ferme devant la fenêtre, son regard fixé sur le garçon pâle et fiévreux, de plus en plus alarmé par ce qu'il voyait. Il resta silencieux un moment, surpris par l'attitude défensive du couple, mais sans détourner le regard. Ses yeux retournèrent vers Henri, désormais recroquevillé et immobile sur le matelas. L'urgence au fond de Jacques ne faisait qu'augmenter. « Cet enfant, il a besoin de soins médicaux. Vous ne voyez pas dans quel état il est, » et finit-il par dire, d'une voix ferme, ignorant l'hostilité de Raymond et Charlotte. Charlotte, avec une expression de mépris, laissa échapper un rire sec. « Et qui êtes-vous pour nous dire quoi faire ? Ce garçon est à nous, et la manière dont nous nous en occupons ne vous regarde en rien, répliqua-t-elle, impatiente. Jacques ne recula pas, regardant intensément par l'ouverture de la fenêtre, l'inquiétude évidente sur son visage. « Je ne suis pas médecin, mais n'importe qui peut voir qu'il a une forte fièvre et qu'il crache du sang. Ce n'est pas normal, il a besoin d'aide, insista-t-il, tentant d'appeler à la compassion, si infime soit-elle. » Raymond leva les yeux au ciel, exaspéré, et croisa les bras. « Ça suffit. On ne va pas se répéter. Sortez d'ici immédiatement avant qu'on règle la situation d'une autre manière. »
Vous ne savez rien de nous, ni d'Henri, dit-il d'un ton glacial, serrant l'épaule du garçon avec force, comme s'il voulait le garder immobile. Jacques regarda Henri une dernière fois, son visage visiblement pâle et effrayé. Il savait que d'autres paroles ne feraient qu'augmenter la tension. À contre-cœur, Jacques commença à reculer, mais l'image du garçon tremblant de fièvre, tenant le mouchoir taché de sang, continuait de le hanter. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, Raymond fit un pas en avant, une expression menaçante sur le visage. « Je vous ai dit de partir. »« Je ne me répéterai pas, murmura-t-il d'une voix glaciale. Jacques hésita en s'éloignant de la fenêtre, mais son regard restait fixé sur Henri, dont la pâleur et les signes de fièvre indiquaient clairement qu'il était dans un état de santé grave. Raymond et Charlotte, qui avaient affiché une agressivité rigide, s'arrêtèrent bientôt et, en regardant Jacques de plus près, remarquèrent son costume coûteux et l'élégance de ses gestes. Leur regard changea rapidement, échangeant leur mépris initial pour une évaluation discrète et calculée. Raymond échangea un regard complice avec Charlotte, qui fit un pas en avant, forçant un sourire qui, bien que nerveux, tentait de paraître accueillant. Charlotte ouvrit la porte avec une expression presque amicale, bien qu'un inconfort restait visible dans ses yeux. « Excusez-nous, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez un homme important. Je vois que vous êtes très bien habillé, et peut-être avons-nous été un peu brusques. Mais vous comprenez, nous ne sommes pas habitués aux visites inattendues, dit-elle, essayant de masquer sa nervosité avec une voix forcée. Pourquoi ne pas entrer un instant ? Nous pourrions éclaircir toute confusion, ajouta-t-elle en désignant l'intérieur de la maison comme si elle offrait quelque chose de plus. Jacques, bien que méfiant, sentit qu'il s'agissait d'une opportunité pour se rapprocher d'Henri et peut-être en apprendre davantage sur la situation du garçon. Il hocha la tête, jetant un coup d'œil rapide et prudent à Raymond qui, bien que toujours tendu, tenta également de détendre son expression. « Oui, bien sûr, entrez. Je pense qu'il y a eu un malentendu, ajouta Raymond d'un ton qui, bien que voilé de rigidité, laissait entrevoir un intérêt calculé. Alors qu'il faisait le tour de la maison pour passer la porte, Jacques ignora les invités présents pour une fête et se dirigea directement vers la chambre d'Henri, à l'arrière. En entrant, il regarda discrètement Henri, qui tentait apparemment de rester immobile et discret. Le garçon observait la scène, les yeux baissés, mais lançait de brefs regards à Jacques, comme s'il attendait quelque chose. Sa santé est visiblement fragile, ce garçon a besoin d'un médecin, pensa Jacques, sentant l'oppression dans sa poitrine augmenter. Il espérait que sa présence ici aiderait d'une manière ou d'une autre. En conduisant Jacques dans le couloir, Raymond et Charlotte échangèrent des regards nerveux, essayant d'évaluer l'intérêt de Jacques pour le garçon. Finalement, Raymond s'arrêta, croisant les bras et adoptant une posture prudente mais ferme. « Vous semblez montrer un certain intérêt pour le bien-être de notre garçon, dit-il, observant attentivement les réactions de Jacques. Nous nous occupons de lui depuis qu'il est petit, vous savez, mais la situation est compliquée, ajouta-t-il d'un ton ambigu. Charlotte se pressa de se positionner à côté de Raymond, comme pour renforcer l'idée qu'il venait d'exprimer. Oui, la vérité est qu'Henri a besoin de plus de soins que ce que nous pouvons lui offrir. C'est une situation qui demande beaucoup de sacrifices, vous comprenez, dit-elle en observant Jacques avec un mélange d'anxiété et d'attente, tentant de jauger sa réponse. S'occuper d'un enfant comme ça nécessite certaines responsabilités. Jacques fronça les sourcils, n'appréciant pas le ton employé, mais il resta silencieux, espérant comprendre leurs véritables intentions. Il sentait une atmosphère sinistre, comme si le couple essayait de manipuler la situation. Pourrait-il insinuer qu'ils envisagent de vendre le garçon ? L'idée le perturbait profondément, mais il restait attentif à chaque mot, évitant d'interrompre. Raymond jeta un coup d'œil vers le couloir, s'assurant qu'Henri n'était pas là pour entendre, et reprit d'un ton presque conspirateur. « Eh bien, monsieur, si votre intérêt est réel, peut-être pourrions-nous envisager un arrangement, dit-il, ses mots chargés d'ambiguïté. Après tout, nous avons fait de notre mieux, mais s'occuper de lui est un fardeau, et nous n'avons pas les moyens d'assurer ce dont il a besoin, mais vous semblez en avoir, ajouta-t-il, son expression oscillant entre la tension et l'avidité en observant la tenue élégante de Jacques. Jacques sentit une colère sourde monter en lui. Il parlait de l'enfant comme s'il s'agissait d'un objet, quelque chose de jetable. Il serra les poings un instant mais se contrôla, gardant son visage impassible. « Et quel genre d'arrangement avez-vous en tête » demanda-t-il, sa voix sortant ferme mais froide. Il essayait de comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller, tout en ressentant une urgence croissante de sortir Henri de là. Charlotte força un sourire, tentant de masquer l'anxiété sur son visage. « Eh bien, nous savons que vous avez les ressources, si vous êtes intéressé par le bien-être du garçon, peut-être pourriez-vous prendre la responsabilité de vous occuper de lui. Bien sûr, avec une compensation pour notre... » Henri, dit-elle, sa voix basse et chargée d'insinuation. Elle jeta un regard à Raymond, qui hocha silencieusement la tête, lui donnant un signal pour continuer. Jacques regarda le couloir, où il remarqua une petite ombre derrière la porte, comme si quelqu'un essayait d'écouter la conversation. Son cœur se serra en réalisant que cela pourrait être le garçon, qu'il avait appris s'appeler Henri, entendant chaque mot de ses gardiens. Ce garçon ? Henri entend tout. Il doit être terrifié, pensa-t-il, se sentant encore plus pressé d'agir. Raymond continua, comme s'il souhaitait conclure l'offre. Alors,
Qu'en pensez-vous, monsieur? Un homme comme vous a certainement les moyens de prendre en charge le garçon. Et pour la bonne somme, nous pouvons abandonner cette responsabilité, dit-il d'un ton désinvolte qui irrita Jacques, démontrant clairement que la seule motivation était l'argent. Jacques tenta de rester calme, mais sa voix sortit tranchante, trahissant son indignation. Vous êtes vraiment prêt à vendre cet enfant? Ce n'est pas un objet, rétorqua-t-il, regardant directement Raymond et Charlotte, espérant qu'au moins une lueur de honte apparaîtrait sur leur visage. Mais les deux restaient impassibles, comme si cette idée était tout à fait normale. Charlotte, ignorant le ton de réprobation de Jacques, continua avec un sourire nerveux, visiblement impatiente de conclure un accord. Eh bien, monsieur, voyez-vous, Henri est sous notre responsabilité, mais si vous pouvez offrir une somme raisonnable, peut-être pourrions-nous céder la tutelle, dit-elle d'une voix basse, jetant un coup d'œil dans le couloir, comme si elle voulait empêcher Henri d'entendre, bien qu'il fût déjà trop tard. Henri, toujours caché derrière la porte, entendit tout avec le cœur battant et les mains tremblantes. L'idée d'être vendu lui était insupportable, mais il ressentit également une lueur d'espoir. Est-ce qu'il va me sortir d'ici, pensa-t-il, presque incrédule face à cette possibilité. Il savait qu'il ne devait ni bouger ni faire le moindre bruit, car Raymond et Charlotte étaient aux aguets, mais son cœur battait fort, partagé entre la peur et l'espoir. La nuit tomba sur la maison délabrée, et la tension dans l'air s'intensifia. Jacques prit une profonde inspiration avant de répondre, fixant intensément Raymond et Charlotte. L'idée d'acheter Henri le perturbait profondément, mais il devait agir avec prudence. Je ne suis pas intéressé par un achat. Mais, d'après ce que je vois, le garçon est malade, il a besoin d'un médecin, dit-il en tentant de garder un ton ferme. Il espérait qu'au moins avec cette offre d'assistance médicale, il se montrerait un minimum préoccupé par la santé du garçon. Permettez-moi de l'emmener à l'hôpital. Vous pouvez m'accompagner, si vous le souhaitez. Charlotte croisa immédiatement les bras, son regard devenant froid et méfiant. Nous ne sommes pas intéressés par la charité, répliqua-t-elle d'une voix tranchante. Si vous ne voulez pas faire un accord, alors nous n'avons plus rien à dire. Elle jeta un coup d'œil à Raymond, qui comprit rapidement et adopta une posture encore plus rigide, presque provocante. Le garçon ne quittera pas cette maison sans un accord. S'occuper de lui coûte cher, et nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser pour des médecins. Jacques, les poings serrés, regarda Henri, qui avait ouvert la porte de sa chambre et observait discrètement la scène, le regard fixé au sol, essayant visiblement de ne pas attirer davantage l'attention. Alors, laissez-moi payer pour le médecin. Il a clairement besoin d'aide, insista Jacques, mais il réalisa que ces mots n'avaient aucun effet sur le couple. Il luttait pour contenir la colère qu'il ressentait en les entendant parler du garçon comme d'un simple objet. Charlotte laissa échapper un rire sec, presque dédaigneux. Nous savons ce qui est le mieux pour lui, monsieur. Si vous n'avez rien d'autre à offrir, vous pouvez partir, dit-elle en pointant la porte. Vaincu par la froideur du couple, Jacques n'eut d'autre choix que de partir. Il lança un dernier regard vers Henri, qui, pour un bref instant, leva les yeux, mais les baissa rapidement, se recroquevillant encore plus dès que la porte se referma et que le silence revint dans la maison. Henri sentit une angoisse grandissante. La possibilité d'aide, qui semblait si proche, avait disparu, et il se retrouvait à nouveau piégé sous le regard intransigeant de Charlotte et Raymond. C'était ma chance, mais aurait-ce vraiment été différent avec lui, pensa-t-il, essayant de calmer son cœur affolé. Il ne connaissait pas Jacques, et après tout ce qu'il avait traversé, il ressentait une peur naturelle à l'idée de faire confiance à qui que ce soit. Espérant que personne ne le remarquerait, Henri monta les escaliers en bois légèrement grinçant vers une pièce à l'arrière. Il prit sa seule couverture, un vieux tissu rugueux, mais tout ce qu'il avait pour se réchauffer. Si je reste ici, ils continueront à me traiter ainsi, peut-être qu'il est temps de tenter de fuir, murmura-t-il pour lui-même, regardant autour de lui comme pour planifier sa fuite. En s'approchant de la fenêtre, Henri observa son reflet dans le verre sale et embué. La manche de sa chemise remonta un peu, révélant une partie de la marque sur sa peau. Il toucha cette marque, un papillon qu'il avait depuis sa naissance et qui, pour une raison obscure, semblait provoquer la haine de Charlotte. Pourquoi ai-je cette marque ? Pourquoi la déteste-t-elle autant ? Se demanda-t-il, sentant une boule se former dans sa poitrine. Avec la couverture en main, Henri descendit lentement vers le sous-sol, où il pensait se cacher jusqu'à ce que le moment soit sûr pour partir. Le sous-sol était un endroit sombre et humide où ils allaient rarement, et il pensait que ce serait l'endroit idéal pour se dissimuler. Chaque pas était mesuré, car il savait que le moindre bruit pouvait attirer Raymond ou Charlotte. Je dois être plus rapide, avant qu'il ne me trouve, pensa-t-il, les yeux fixés sur les ombres qui envahissaient le sous-sol. Alors qu'il se nichait dans un coin, Henri entendit des pas lourds se rapprocher. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il réalisa que Raymond et Charlotte étaient sur les escaliers. Il serra la couverture contre lui, tentant de devenir invisible dans les ombres, mais c'était inutile. La lumière de la lanterne que Raymond portait l'éclaira, révélant sa présence. « Tu pensais pouvoir te cacher ou t'enfuir, Henri ?» demanda Raymond, sa voix pleine de mépris. Il s'approcha, observant le garçon d'un regard froid et calculateur avant de laisser apparaître un sourire cruel. Charlotte, à ses côtés, avança et pointa la marque sur le bras d'Henri, qui était visible. « Combien de fois t'ai-je dit de cacher cette marque ?
Je déteste voir cette chose laide sur ta peau, cria-t-elle, sa voix pleine de colère et de dégoût. Elle repoussa le bras du garçon, couvrant agressivement la marque. Henri baissa la tête, tentant de retenir les larmes qui montaient, la peur s'emparant de lui. Je n'ai rien fait de mal, pensa-t-il, se sentant de plus en plus étouffé. Qu'y avait-il dans cette marque qui suscitait tant de haine? Il savait qu'il n'obtiendrait jamais de réponse, mais la douleur de se sentir rejeté pour quelque chose qu'il ne comprenait même pas était profonde. Raymond se tourna vers Charlotte avec une expression résolue. Il veut fuir? Eh bien, donnons-lui ce qu'il mérite. D'un mouvement brusque, Raymond attrapa Henri par le bras et le traîna jusqu'à l'entrée du sous-sol. Le garçon tenta de résister, mais sa force était minimale. « S'il vous plaît, non, je voulais juste me reposer », murmura-t-il, la voix tremblante, mais Raymond ignora ses supplications. Charlotte observa la scène avec une expression de pur mépris. « Que cela te serve de leçon, Henri. Peu importe tes efforts, tu ne t'échapperas jamais, dit-elle, comme si elle prenait plaisir à la souffrance du garçon. Jacques pouvait bien être parti maintenant, mais Henri sentait que la chance de liberté qu'il avait apportée s'évanouissait. Sans hésitation, Raymond poussa Henri dans le sous-sol et verrouilla la porte, laissant le garçon isolé dans l'obscurité. L'obscurité dans le sous-sol était dense, et l'air humide rendait chaque respiration d'Henri encore plus difficile. Il était allongé sur le sol froid, son corps brûlant de fièvre, mais sans la force de réagir. Sa toux persistante l'empêchait de se reposer, et il sentait sa poitrine brûler à chaque souffle laborieux. Les yeux fermés, il tenta d'ignorer la douleur et l'inconfort, mais il savait que bientôt il serait forcé de se lever et de suivre les ordres de Raymond et Charlotte. Si seulement il me laissait me reposer, juste un peu, pensa-t-il, s'accrochant à un fil d'espoir qu'il savait vain. Le lendemain, la porte du sous-sol s'ouvrit d'un coup, et les pas lourds de Raymond résonnèrent dans l'espace exigu. En voyant Henri encore allongé, il fronça les sourcils et poussa un soupir de dédain. « Encore par terre? Je pensais que tu te serais déjà levé pour faire ce que tu dois, » dit-il d'une voix froide et impatiente. Il lança un chiffon sale et un seau d'eau vers le garçon. « Lève-toi, Henri. Je n'ai pas toute la journée à attendre que tu te traînes. » Henri, le corps affaibli, tenta de se lever en s'appuyant contre les murs humides. Sa vision floue rendait chaque mouvement difficile, et le monde autour de lui semblait tourner. Il savait que le moindre signe de faiblesse ne ferait que provoquer encore plus de mépris de la part de Raymond, alors, repoussant ses limites, il attrapa le chiffon avec des mains tremblantes et s'efforça de suivre les ordres. « J'arrive, j'ai juste besoin d'un moment, » murmura-t-il, la voix rauque et presque inaudible. Raymond leva les yeux au ciel et attrapa Henri par le bras, le soulevant brutalement pour le faire tenir debout. « Assez d'excuses. Tu as beaucoup de choses à nettoyer, et je ne veux pas entendre de plaintes, dit-il avec impatience, son expression indiquant clairement que la fièvre du garçon n'était pas une préoccupation pour lui. Nous avons déjà fait tant pour toi, alors le minimum que tu puisses faire, c'est de travailler sans poser de questions. Trop effrayé pour répondre, Henri commença à frotter le sol comme on le lui avait ordonné. Il utilisa les maigres forces qui lui restaient pour accomplir la tâche, mais chaque mouvement lui coûtait énormément. Ses bras tremblaient, et la sueur perlait sur son front, se mêlant aux larmes qu'il essayait de cacher. « Je dois finir, si je m'arrête, ce sera pire, pensa-t-il, tentant de se convaincre qu'il pouvait y arriver. De l'autre côté de la pièce, Charlotte l'observait avec des yeux critiques, n'affichant aucune empathie. « Et fais-le bien, Henri. Je ne veux voir aucune trace de saleté après, » ordonna-t-elle, les bras croisés, le regard impatient. « Je pense que tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? Il faut toujours te rappeler ce qu'il faut faire, comme si tu étais incapable, ajouta-t-elle d'une voix pleine de mépris. La fièvre qui envahissait le corps d'Henri faisait battre sa tête douloureusement, et il avait l'impression que le sol vacillait sous ses pieds. Tentant de rester stable, il continua de frotter le sol avec le chiffon sale, s'efforçant de ne pas tomber. Si seulement quelqu'un se souciait, cet homme hier soir a même essayé de m'aider, mais il a renoncé à moi. Personne ne m'aidera. Je suis complètement seul, mais j'aurais aimé que quelqu'un se soucie de moi, pensa-t-il, bien qu'il sache que cet espoir était vain. Raymond et Charlotte ne lui avaient jamais montré de compassion. Pour eux, il n'était rien de plus qu'une responsabilité imposée. Raymond s'approcha à nouveau, agacé par la lenteur d'Henri. « C'est tout ce dont tu es capable? Tu devrais être reconnaissant d'avoir un endroit où rester, alors fais au moins le strict minimum qu'on attend de toi, » cria-t-il, le regard plein de dédain. La voix cinglante de Raymond résonnait dans l'esprit d'Henri, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Pourquoi me traite-t-il si mal? Ne voit-il pas que je suis malade? Pourquoi personne ne se soucie de moi? Pensa-t-il, sa faiblesse grandissant à chaque seconde. Henri pouvait à peine tenir le chiffon alors qu'il nettoyait, et sa vision devenait de plus en plus floue. Charlotte continuait de l'observer, les lèvres pincées, comme si elle était constamment déçue. « Tu devrais savoir ce qu'on attend de toi, tu n'arrives même pas à faire ton travail correctement quand tu es malade, » se moqua-t-elle, riant de l'effort vain du garçon. « Toujours aussi faible, toujours, » murmura-t-elle, comme si elle ne s'adressait qu'à elle-même. L'épuisement dominait chaque muscle du corps d'Henri, mais il ne se permit pas de s'arrêter. Il savait que s'il prenait une pause, Raymond et Charlotte seraient encore plus irrités. Avec difficulté, il continua de frotter le sol, oscillant entre l'épuisement et le désir de fuir. « Est-ce que je pourrais un jour quitter cet endroit?
Est-ce que je survivrai pour partir? Si un jour je vais mieux, aurai-je un foyer et quelqu'un qui m'aime? Se demandait-il, sentant le poids de son propre désespoir. Dehors, la silhouette de Jacques se rapprochait à nouveau de la maison. Il avait essayé de repousser les images qu'il avait vues, mais il n'y arrivait pas. Il avait passé une nuit blanche, se demandant s'il aurait dû entrer de force dans la maison pour sauver le garçon. Quelque chose dans l'état d'Henri et dans l'indifférence du couple le laissait en alerte. « J'aurais dû faire quelque chose, je ne peux pas le laisser là-bas » murmura-t-il, accélérant le pas. La culpabilité et l'inquiétude envahissaient son esprit, rendant impossible d'ignorer ce qu'il avait laissé derrière lui. À l'intérieur de la maison, Henri continuait son travail, même si son corps menaçait de céder. Il haletait, sentant la fièvre le consumeur de l'intérieur. Charlotte, remarquant l'effort désespéré du garçon, laissa échapper un soupir d'impatience. Tout ça pour une petite fièvre. Les enfants tombent malades tout le temps, dit-elle, son ton montrant une absence totale d'empathie. C'est le minimum que tu puisses faire pour tout ce que nous t'avons offert, ajouta-t-elle sans même le regarder dans les yeux. Jacques, désormais proche de la porte, écouta les voix dures provenant de l'intérieur. Il ne pouvait plus ignorer la situation. Il fallait faire quelque chose. La porte grinça en s'ouvrant, et Jacques entra dans la maison sans demander la permission, son regard immédiatement fixé sur Henri, qui nettoyait le sol avec difficulté, visiblement consumé par la fièvre. Raymond et Charlotte échangèrent des regards satisfaits en voyant Jacques, mais changèrent rapidement leurs expressions pour afficher un sourire forcé et accueillant. Jacques traversa la pièce d'un pas ferme, se dirigeant droit vers le couple, sans détacher son regard d'Henri, qui, en sueur et tremblant, semblait sur le point de s'effondrer. Jacques prit une profonde inspiration, décidant qu'il était temps d'agir avec détermination. « Je suis venu régler cette situation une fois pour toutes » déclara-t-il d'un ton ferme et inflexible. Il regarda Raymond et Charlotte, sortant de sa poche un chèque et un stylo. « Vous voulez de l'argent? Je vais proposer une somme équitable, mais je veux emmener le garçon immédiatement. » Raymond et Charlotte échangèrent un regard, leurs yeux brillant d'une excitation contenue. Ils tentèrent de maintenir leur calme, mais il était évident que la proposition les surprenait positivement. Raymond se racla la gorge, masquant l'anxiété qui transparaissait dans sa voix. « Eh bien, si vous êtes vraiment intéressé à résoudre cela immédiatement, nous sommes ouverts à une négociation, » dit-il, jetant un regard de complicité à Charlotte, qui peinait à cacher son sourire. Jacques garda une expression sérieuse, attendant une réponse plus concrète. « Je veux que le garçon quitte cet endroit avec moi. Vous aurez l'argent maintenant, mais il a besoin de soins médicaux, et c'est la première chose que je ferai en l'emmenant, » déclara-t-il en observant leur réaction. Le garçon, toujours agenouillé sur le sol à nettoyer mécaniquement, suivait la conversation avec un éclat d'espoir mêlé d'incrédulité dans les yeux. Charlotte força un sourire plus retenu, encore nerveuse à l'idée de perdre le contrôle de la situation. « Eh bien, bien sûr, tant que le montant est adéquat, nous pouvons le considérer, » répondit-elle, sa voix étouffée par l'anxiété, mais avec un ton qui tentait de sembler indifférent. Elle jeta ensuite un regard vers Henri, comme si elle voulait lui faire comprendre qu'il n'avait aucun choix, peu importe ce qui se passait. « Tu nous as causé tant de soucis, Henri. Il est bon que tu fasses enfin quelque chose d'utile, » conclut-elle. Henri, trop faible pour répondre, continua simplement de nettoyer, mais ses mouvements étaient désormais lents et imprécis. Sa vision devenait de plus en plus floue, et il sentait son corps s'alourdir. La fièvre semblait envelopper son corps dans une brume chaude et étouffante, et il luttait pour ne pas céder à la faiblesse. « Est-ce que cela va vraiment finir? Est-ce qu'il va vraiment me sortir d'ici ?» pensa-t-il, alors que le monde autour de lui commençait à tourner. Remarquant la faiblesse d'Henri, Raymond arracha le chèque des mains de Jacques, vérifiant le montant avec des yeux vigilants. « Cette somme est largement suffisante, » dit-il, essayant de contenir l'excitation qui se lisait presque sur son visage. Il regarda Jacques avec un sourire satisfait. « Nous acceptons votre offre, mais j'espère que vous tiendrez parole et que vous emmènerez le garçon immédiatement. Nous sommes prêts à lui dire au revoir. » Jacques fit un pas en avant, tendant la main vers Henri, mais Raymond l'interrompit, visiblement nerveux face à la hâte de l'homme de partir. « Attendez, juste une chose avant de partir, » dit Raymond, tentant de cacher son appréhension. « Emmener le garçon, c'est une chose, mais il est malade. Nous ne voulons pas de complications, c'est votre responsabilité désormais, pas la nôtre, de l'emmener où vous jugez nécessaire. » Charlotte acquiesça d'un signe de tête, dissimulant son anxiété à l'idée de voir Jacques si déterminé à agir rapidement. « Oui, oui, comme il l'a dit, faites ce que vous avez à faire, mais nous en avons fini de notre côté, » dit-elle avec une expression de fausse nonchalance. Jacques leur lança un regard déterminé, acquiesçant. « Ne vous inquiétez pas, c'est ma responsabilité. J'emmène Henri à l'hôpital immédiatement, il a besoin de soins que vous êtes manifestement incapable de lui offrir, » dit-il, se permettant une brève expression de désapprobation avant de se tourner vers le garçon. En entendant les mots « hôpital » et « soins », Raymond et Charlotte échangèrent des regards tendus. « Très bien, » répondit finalement Raymond, tentant de masquer l'inquiétude qui se dessinait sur son visage. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Henri, affaibli par la fièvre et l'épuisement extrême, ne put plus se maintenir debout. Sa vision s'obscurcit, ses jambes fléchirent, et il s'effondra au sol, le visage pâle et la respiration faible.
Quand Henri s'évanouit là, dans la pièce, le cœur de Jacques s'accéléra, et il sut qu'il ne pouvait attendre une seconde de plus. Avec toute la douceur possible, il s'agenouilla auprès du garçon et, de ses mains délicates, le souleva dans ses bras. Henri était si léger qu'il semblait fragile, comme s'il pouvait se briser au moindre mouvement. En le tenant, Jacques ressentit une vague de tendresse et de responsabilité l'envahir. Ce garçon avait besoin de quelqu'un, et il ferait tout pour s'assurer qu'il soit en sécurité. « Je suis là, Henri. Je vais m'occuper de toi maintenant, murmura-t-il doucement, même s'il savait que le garçon était inconscient. D'un pas rapide, Jacques quitta la maison, ignorant les regards curieux et indifférents de Raymond et Charlotte, qui ne le suivirent même pas jusqu'à la porte. Il serrait Henri contre sa poitrine, comme s'il pouvait le protéger de toutes les années de négligence et de souffrance qu'il avait endurées. Arrivé à la voiture, il installa délicatement Henri sur le siège arrière, le couvrant de son propre manteau pour essayer de le réchauffer. Il referma la porte avec précaution, comme si tout bruit pouvait le troubler, puis s'installa rapidement au volant, le regard ferme et déterminé en direction de l'hôpital. Sur le chemin, Jacques regardait dans le rétroviseur, vérifiant constamment l'état du garçon. Henri semblait respirer difficilement, et la sueur perlait sur son front, signe évident de la fièvre implacable. « Tiens bon, mon petit, nous y sommes presque, dit-il, la voix étranglée, tout en appuyant sur l'accélérateur. Il peinait à se rappeler la dernière fois qu'il avait ressenti une telle urgence de protéger quelqu'un, et l'idée de perdre ce garçon maintenant le terrifiait. Il serra le volant, ses jointures blanchissant sous la tension, se promettant qu'il ferait tout pour sauver Henri. Arrêté à un feu rouge, Jacques tourna la tête pour regarder directement le garçon. Voir Henri, fragile mais enfin en sécurité, lui apporta un mélange de soulagement et de tristesse. « Tu n'es plus seul ? Je suis là, et plus personne ne te fera de mal, murmura-t-il, comme une promesse. Il ferait tout pour tenir cette promesse. Le feu passa au vert, et il se concentra de nouveau sur la route, l'hôpital maintenant visible au loin. Dès que la voiture s'arrêta devant l'hôpital, Jacques ouvrit la portière arrière, et avec le plus grand soin, reprit Henri dans ses bras. Sentant le mouvement et l'air frais, Henri ouvrit lentement les yeux, encore faible et désorienté. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, tentant de comprendre où il se trouvait, mais la fièvre et l'évanouissement rendaient tout confus et flou. En voyant le visage de Jacques, empreint de sollicitude et de tendresse, Henri tenta vainement de se redresser. « Calme-toi, Henri, tu es en sécurité maintenant, dit Jacques d'une voix douce et rassurante, le maintenant fermement dans ses bras. Nous y sommes, je vais prendre soin de toi. Tout ira bien, ajouta-t-il en le serrant légèrement contre sa poitrine, comme s'il pouvait le protéger de toute douleur. Le son des pas pressés et des voix à l'accueil de l'hôpital paraissait lointain pour Henri, mais il sentait la chaleur et la sécurité dans les bras de Jacques. C'était un réconfort qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, et cette nouvelle sensation était presque déconcertante. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» murmura Henri faiblement, encore incertain et méfiant, mais incapable de résister à l'épuisement qui l'envahissait. Même dans cet état, il sentait que quelque chose de différent se produisait, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Jacques le regarda avec un sourire doux et rassurant, ses yeux exprimant une gentillesse sincère. « Parce que tu mérites d'être soigné, Henri. Personne ne devrait traverser ce que tu as vécu, répondit-il avec une fermeté qui ressemblait presque à une promesse. Il s'approcha de la réception, attirant l'attention de l'équipe médicale sur l'état urgent du garçon. Henri sentit des larmes monter, mais il les retint, profondément touché par la gentillesse de Jacques, une bienveillance qu'il n'aurait jamais espéré trouver. Quelques minutes plus tard, Jacques était assis à côté du lit d'hôpital, son regard fixé sur Henri dont le visage, fiévreux et pâle, semblait enfin se détendre sous l'effet des soins médicaux. L'infirmière venait d'installer la perfusion, et Jacques observait chaque geste avec une attention anxieuse, espérant une amélioration dans l'état du garçon. Pour Jacques, l'idée qu'Henri recevait enfin des soins pour la première fois de sa vie, comme il l'avait confié à l'infirmière, était à la fois un soulagement et une source de tristesse. Comment ont-ils pu laisser ce garçon en arriver là ? Comment a-t-il pu dire à l'infirmière qu'il n'a jamais été chez un médecin, pensa-t-il en serrant les poings, alors que la culpabilité et le désir de le protéger envahissaient son esprit. Le médecin entra dans la chambre, son allure calme mais attentive, analysant Henri avec sérieux. Elle l'examina avec le soin de quelqu'un qui avait remarqué la fragilité de sa santé. Jacques, observant attentivement, sentit son cœur s'accélérer d'inquiétude à chaque instant. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, essayant de garder son ton ferme mais incapable de dissimuler l'anxiété qui transparaissait dans son regard. Le médecin lui jeta un regard compréhensif et hocha légèrement la tête. « Il a besoin de temps et de soins. Nous avons stabilisé la fièvre et commencé quelques tests pour mieux comprendre ce qu'il a, mais il faudra de la patience pour les résultats, expliqua-t-elle tout en prenant des notes sur son dossier. Il n'a probablement jamais eu de suivi médical, alors tout traitement demandera soin et attention. » Jacques acquiesça, absorbant chaque mot avec une tension visible. Il se pencha, observant le visage pâle d'Henri, et se demanda comment le garçon avait pu endurer autant d'années sans le moindre soin. « J'aurais dû agir plus tôt, faire quelque chose hier, pensa-t-il, ressentant une pointe de culpabilité qui le rendait encore plus inquiet.
À côté du lit d'hôpital, l'infirmière commença à examiner le bras d'Henri pour vérifier ses signes vitaux et remarqua une marque partiellement couverte par sa manche. En retroussant la manche, elle révéla une petite marque en forme de papillon gravée dans la peau du garçon, un symbole unique et inoubliable. En remarquant la marque, les yeux de Jacques s'écarquillèrent et son cœur s'emballa. Un vieux souvenir, longtemps enfoui, refit surface avec intensité, apportant avec lui une vague d'émotion qu'il pouvait à peine contenir. L'infirmière ajustait la perfusion et vérifiait les signes vitaux du garçon avec précision, mais lorsque la manche d'Henri fut relevée, la petite marque en forme de papillon se révéla, partiellement dissimulée par ses vêtements. En voyant ce dessin familier, les yeux de Jacques s'agrandirent et son cœur accéléra immédiatement. La marque était identique à celle du bébé qu'il avait perdu des années auparavant, un symbole qu'il n'avait jamais oublié. Le souvenir explosa dans son esprit, il se souvenait clairement du minuscule bras du nouveau-né et du même papillon, maintenant visible sur le bras d'Henri. Une vague d'émotion le submergea avec une intensité telle qu'il pouvait à peine respirer, chaque fibre de son corps semblant se dissoudre sous l'effet de cette découverte. « Non, ce n'est pas possible, il est... » murmura-t-il, la voix tremblante, tandis que ses jambes se dérobaient sous le choc. Le sang sembla se retirer de son visage, et avant même qu'il puisse se stabiliser, Jacques sentit sa vision s'assombrir, le choc étant insoutenable. Dans la tourmente de ses émotions, ses yeux se fermèrent, et il s'effondra là, à côté du lit d'Henri, cédant à la révélation qui allait changer leur vie pour toujours. Jacques ouvrit les yeux lentement, encore étourdi, tentant de comprendre ce qui l'avait fait s'évanouir. L'image de la marque en forme de papillon sur le bras d'Henri lui revint clairement en mémoire, et ce souvenir fut suffisant pour le réveiller pleinement. Il regarda autour de lui et trouva rapidement Henri, allongé à côté de lui sur le lit d'hôpital, encore faible et connecté aux machines surveillant ses signes vitaux. Le garçon dormait, mais son visage reflétait l'inconfort, la fièvre et la fatigue. Jacques glissa la main dans sa poche, et de ses doigts tremblants, en sortit la photo qu'il avait gardée avec lui pendant des années, celle du bébé avec la même marque en forme de papillon. Elle lui semblait maintenant plus réelle que jamais. Une émotion indescriptible l'envahit lorsqu'il compara la photo avec l'image d'Henri sur le lit d'hôpital. Des larmes menaçaient de couler alors qu'il se demandait comment il était possible que l'enfant perdu depuis si longtemps soit maintenant si proche. Il ne pouvait plus attendre, malgré sa crainte de la réaction d'Henri, il sentait que le moment était venu de lui dire la vérité. Il s'approcha du lit, tira une chaise et s'assit à côté d'Henri, le regardant respirer lentement. « Henri » murmura-t-il doucement en touchant l'épaule du garçon pour le réveiller. Le garçon ouvrit progressivement les yeux, encore désorienté, et cligna des yeux à plusieurs reprises. En voyant le visage de Jacques si proche, Henri tenta de bouger, mais son corps était trop faible. Il réussit tout de même à fixer ses yeux sur Jacques, remarquant l'expression tendre et émotive sur le visage de l'homme. « Pourquoi êtes-vous encore ici » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un resterait à ses côtés si longtemps, surtout quelqu'un qui ne le connaissait pas vraiment. Jacques prit une profonde inspiration, tenant la photo entre ses doigts, et regarda Henri avec un mélange de tristesse et d'espoir. « Parce que je crois que je suis plus qu'un simple inconnu pour toi, Henri, dit-il, la voix étranglée mais ferme. » Il tendit la photo au garçon, qui la regarda avec curiosité. Sur la photo, un bébé avec la même marque en forme de papillon apparaissait, une preuve indéniable que quelque chose de plus grand se produisait. Henri observa la photo, puis son propre bras où la même marque était gravée dans sa peau. Il fronça les sourcils, confus, puis regarda Jacques, qui observait chaque réaction du garçon avec une mixture d'appréhension et d'affection. « C'est la même marque » murmura-t-il, essayant toujours de comprendre ce que cela signifiait. Jacques hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Oui, Henri, c'est la même marque, la marque que toi et mon fils partageaient, dit-il, sa voix tremblante. Je pense que tu es mon fils, le fils que j'ai perdu il y a de nombreuses années. » Les yeux d'Henri s'écarquillèrent, absorbant les mots avec difficulté. Il regarda Jacques, incrédule, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Votre fils » murmura-t-il, comme si l'idée était impossible à concevoir. Henri resta silencieux, fixant Jacques, tandis qu'il tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Les mots « mon fils » résonnaient dans son esprit, mais il peinait à saisir ce que cela signifiait vraiment. Il ressentait un mélange d'incrédulité et d'espoir qui le laissait presque sans souffle, tout en craignant que cela ne soit qu'une erreur. Jacques, voyant la confusion dans les yeux d'Henri, se rapprocha et lui prit la main, sa voix pleine d'émotion. « Je t'ai cherché pendant des années, Henri. On t'a enlevé à moi quand tu n'étais qu'un bébé, et je n'ai jamais abandonné ma recherche, dit-il en serrant doucement la main du garçon. Il observa la marque en forme de papillon, puis regarda Henri, remarquant la fatigue et la faiblesse gravées sur son visage fiévreux. « Tu es mon fils, et maintenant que je t'ai retrouvé, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Henri sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il les retint. La fièvre et la fatigue le faisaient se sentir sur le point de s'évanouir à nouveau, mais une partie de lui voulait croire aux paroles de Jacques. Jamais auparavant personne ne lui avait parlé avec autant de soin et d'amour. « Je ne sais pas quoi dire » murmura Henri, sentant sa voix se briser. « J'ai toujours pensé que j'étais seul. » Jacques passa une main dans les cheveux d'Henri, un geste doux et protecteur. «
Tu n'as jamais été seul, Henri, j'ai toujours été à ta recherche, et maintenant que je t'ai retrouvé, je vais prendre soin de toi. Je te le promets, dit-il d'un ton ferme, une promesse qu'il ne briserait pour rien au monde. Il sentait que chaque seconde passée aux côtés du garçon était une chance de compenser toutes les années perdues et les souffrances qu'Henri avait endurées. À ce moment-là, le médecin entra dans la chambre, interrompant le moment. Elle observa l'émotion sur le visage de Jacques et l'état fragile d'Henri. Elle s'approcha et vérifia les signes vitaux du garçon avant de jeter à Jacques un regard sérieux. La situation d'Henri est délicate. Il a une pneumonie et devra être hospitalisé pendant quelques jours, au moins. Nous ferons tout notre possible pour stabiliser son état, mais sa condition nécessite une surveillance constante, expliqua-t-elle en insistant sur la nécessité de soins intensifs. Jacques hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Il serra plus fermement la main d'Henri, se sentant encore plus déterminé à le protéger. « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour qu'il se rétablisse. Je vous en prie, prenez soin de lui au mieux, répondit-il, les yeux fixés sur le médecin, faisant comprendre l'importance de tout cela pour lui. La médecin nota des informations sur son dossier, promettant d'informer Jacques de tout changement dans l'état d'Henri. Avant de sortir, elle leur adressa un regard empreint de sympathie, comprenant le lien profond qui commençait à se former entre eux. Henri ferma les yeux un instant, épuisé mais ressentant un calme qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Il est vraiment là pour moi, pensa-t-il, alors qu'une petite lueur d'espoir commençait à grandir dans son cœur. » Devant l'hôpital, Raymond et Charlotte, qui avaient reçu un appel de l'équipe médicale, avancèrent avec des expressions fermées et calculatrices. En entendant qu'Henri était soigné dans un hôpital coûteux, ils échangèrent des sourires cyniques et condescendants. Raymond, les yeux brillants de convoitise, murmura « Si cet homme est prêt à dépenser autant pour le garçon, alors clairement il peut payer davantage. Il est temps d'augmenter la mise. » Charlotte ajusta son manteau, prenant une expression de fausse préoccupation. « Oui, et nous nous assurons qu'il paie cher pour cela, dit-elle, alors qu'ils approchaient du comptoir d'accueil de l'hôpital, prêts à exiger une compensation encore plus importante. » Raymond et Charlotte entrèrent dans la chambre d'hôpital avec une détermination froide et calculatrice, arborant une expression de préoccupation feinte, mais leurs yeux brillaient de malveillance. Henri, en les voyant, frissonna et ses yeux s'agrandirent dans un mélange de peur et d'incrédulité. Instinctivement, il serra la main de Jacques, qui était à ses côtés, cherchant la protection qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Jacques regarda les deux intrus, sentant son sang bouillir en remarquant leur manière manipulatrice de s'approcher du garçon. « Nous sommes venus chercher Henri, » annonça fermement Raymond, ne cherchant même pas à dissimuler ses intentions. Il jeta un regard vers le garçon qui se recroquevilla davantage dans le lit, essayant de s'éloigner de ses anciens tuteurs. « Après tout, il est de notre responsabilité, d'après les informations données par l'hôpital qui nous a contactés, » ajouta-t-il, essayant d'adopter un ton autoritaire qui ne convainquait clairement pas Jacques. Jacques se leva, se plaçant entre Henri et le couple, l'expression ferme et déterminée. « Vous pensez que je vais le laisser retourner dans cette situation ? Henri est malade, il a besoin de soins véritables, pas de la négligence que vous appelez responsabilité, répliqua-t-il, le ton empli de colère et de mépris. Il était évident qu'il n'avait pas l'intention de céder, mais Raymond et Charlotte ne semblaient pas non plus prêts à reculer. Charlotte, avec une expression mêlant impatience et dédain, croisa les bras et regarda Jacques avec un air d'indifférence feinte. « Nous comprenons votre inquiétude, monsieur, dit-elle avec un sourire forcé, mais Henri nous appartient, et si vous ne voulez pas qu'il retourne avec nous, il va falloir nous dédommager bien davantage pour tout le travail que nous avons vu avec lui pendant toutes ces années. » Elle jeta un regard menaçant vers Henri, qui se recroquevilla encore plus sous les couvertures. Jacques n'en pouvait plus. Il fit un pas en avant, les yeux fixés sur Raymond et Charlotte, essayant de contenir la fureur qui le submergeait. « Vous me l'avez volé, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il est mon fils, dit-il, chaque mot chargé d'une douleur et d'une indignation intense. Comment pouvez-vous faire comme si rien de tout cela ne s'était passé ? Si vous l'avez pris de moi, alors dites la vérité. Il a la même marque que mon fils, je le sais, je le ressens. » Raymond et Charlotte échangèrent un regard, et, pendant un bref instant, une expression d'incertitude traversa leur visage. Charlotte fut la première à se reprendre, laissant échapper un rire sec. « Eh bien, c'est une malheureuse coïncidence. Simplement parce qu'il a cette marque, vous pensez que cela signifie quelque chose, » répliqua-t-elle, essayant de maintenir un ton froid, mais il y avait quelque chose dans son regard qui trahissait la certitude de ses paroles. « Coïncidence ?» Jacques laissa échapper un rire incrédule, essayant de comprendre l'audace du couple. Il se pencha en avant, gardant les yeux fixés sur eux. « Vous pensez vraiment que je vais croire à cette histoire de coïncidence ? Henri a la même marque que mon fils, et maintenant vous venez ici en essayant de le récupérer ? Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. » Raymond, sentant la pression, soupira et jeta un regard impatient à Charlotte. « Que vous croyez aux histoires de coïncidence ou non, c'est votre problème, » dit-il en essayant de se ressaisir. « Mais réglons cela maintenant, soit vous payez ce que nous demandons, soit nous reprenons le garçon et cette conversation se termine ici. » À ces mots, Henri, toujours recroquevillé dans son lit, commença à respirer plus rapidement, les yeux grands ouverts de terreur.
La vue de Raymond et Charlotte, la menace de retourner dans cette vie de négligence et d'abus, était plus qu'il ne pouvait supporter. Il se mit à trembler, chaque respiration devenant plus courte et plus désespérée. Il regarda Jacques, son visage empreint de désespoir, comme s'il lui implorait silencieusement de l'aider. Jacques remarqua la panique croissante d'Henri et s'agenouilla près de lui, lui tenant fermement les mains. « Je suis là, Henri. Tu ne retourneras pas avec eux. Je ne te laisserai pas, dit-il d'une voix basse mais résolue, tandis que le garçon tentait de calmer sa respiration haletante. Personne ne te fera plus de mal, je te le promets. Charlotte, voyant la panique d'Henri, s'approcha avec un sourire menaçant. « Ah, Henri, tu pensais vraiment pouvoir t'échapper si facilement, dit-elle, sa voix teintée de malveillance. Après tout, tu nous appartiens toujours. » Ces mots suffirent pour que la panique d'Henri explose. Il commença à pleurer et à essayer de se reculer davantage, mais la peur le paralysait. Jacques, voyant le garçon souffrir, se redressa, bloquant la vue d'Henri pour qu'il n'ait pas à faire face au couple. Il regarda Raymond et Charlotte avec une fureur qu'il ne pouvait plus cacher. « Vous m'avez bien entendu. Henri ne partira pas avec vous. Je suis ici pour le protéger. » Raymond poussa un soupir impatient et croisa les bras, feignant l'indifférence. « Protection ? Quelle protection pensez-vous pouvoir lui offrir ? Si vous êtes prêt à tout pour ce garçon, alors payez ce que nous demandons et finissons-en rapidement. » Jacques, toujours debout, regarda fermement Raymond et Charlotte, essayant de contenir la colère qui brûlait en lui. Henri, encore tremblant et les yeux pleins de larmes, commença à tirer doucement sur la chemise de Jacques, le visage tourné vers le sol, comme s'il rassemblait tout le courage dont il disposait pour parler. Le garçon, la voix faible et brisée, murmura « S'il vous plaît, ne me laissez pas repartir avec eux, je ne peux plus supporter ça. » Jacques s'agenouilla près d'Henri, tenant ses mains froides et tremblantes, l'encourageant d'un léger hochement de tête. « Dis ce que tu dois, Henri, je suis là pour t'écouter, » dit-il en essayant de garder un ton calme pour lui transmettre de la sécurité. Henri déglutit avec difficulté, ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ils ne m'ont jamais bien traité, » commença Henri, sentant le poids de chaque mot qu'il prononçait. « Depuis aussi loin que je me souvienne, ils m'ont toujours fait travailler, je nettoyais la maison tous les jours, et même quand j'étais malade, ils s'en fichaient. » Il jeta un regard rapide à Raymond et Charlotte, qui le regardaient avec des expressions de mépris, mais Henri les ignora, continuant d'une voix tremblante. « Je devais cacher cette marque, et ils m'ont toujours obligé à la couvrir, ils disaient que c'était moche, que je ne devais jamais la montrer à personne. » Jacques serra les mains d'Henri, sentant une colère grandissante, mais il essaya de rester calme. Il savait qu'en ce moment, Henri avait besoin d'être écouté, de laisser sortir tout ce qu'il avait gardé pour lui si longtemps. « Continue, Henri, je suis là, » l'encouragea-t-il, sentant son cœur se serrer à chaque mot. Henri déglutit avec difficulté, et une larme roula sur son visage alors qu'il revivait des souvenirs qu'il avait essayé d'oublier. « Une fois, j'ai entendu Charlotte dire qu'il m'avait acheté, » murmura-t-il. « Elle a dit à Raymond qu'il m'avait obtenu par l'intermédiaire d'une infirmière, ils ont dit que ce n'était pas cher. » Sa voix faiblit, et il couvrit son visage avec ses mains, essayant de retenir les sanglots qui commençaient à s'échapper. En entendant cela, Jacques fut choqué, la révélation le heurta avec une telle force qu'il peinait à la comprendre. Tout ce qu'il avait soupçonné semblait maintenant se confirmer, mais entendre Henri raconter lui-même ce qu'il avait enduré et la vérité sur son origine était trop douloureux. Il prit une profonde inspiration, ressentant le poids de la responsabilité qu'il avait désormais. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait cela, que vous ayez volé un enfant et l'ayez traité de cette manière, » dit-il en se tournant vers Raymond et Charlotte, le regard rempli de fureur. Charlotte leva simplement les yeux au ciel et laissa échapper un soupir impatient. « Ne soyez pas si dramatique, monsieur. Oui, nous l'avons acheté, mais nous nous sommes occupés de lui. Il avait un toit et de la nourriture, plus que beaucoup d'autres là-dehors, » dit-elle, comme si cela justifiait leurs actions cruelles. L'insensibilité de son ton fit presque perdre le contrôle à Jacques. Henri, toujours accroché aux mains de Jacques, le regarda avec peur dans les yeux. « S'il vous plaît, ne les laissez pas me ramener, je n'y arriverai pas, » supplia-t-il, la voix brisée par l'émotion. Il sentait qu'il faisait face à sa seule chance d'échapper à cette vie, et l'idée de retourner avec le couple le terrifiait. Jacques hocha la tête, serrant plus fermement les mains d'Henri, son regard déterminé et protecteur. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ce garçon retourner avec ces gens, pas après tout ce qu'il avait entendu et vu. « Tu ne retourneras pas avec eux, Henri. Je te le promets, » dit-il en regardant le garçon, qui sembla se détendre un peu en entendant ces mots. Raymond, sentant la situation lui échapper et essayant de reprendre le contrôle, croisa les bras et parla avec sarcasme. « Et vous pensez pouvoir simplement le prendre comme ça ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Henri revient avec nous, à moins que vous ne payiez le prix, » dit-il, tentant de maintenir une posture de supériorité. L'avidité et la froideur dans ses yeux montraient qu'il n'avait aucune intention de renoncer. Jacques prit une profonde inspiration, son regard fixé sur Raymond et Charlotte, et commença à comprendre que, pour protéger Henri, il devrait peut-être prendre une décision radicale. Jacques se redressa, lançant un regard ferme et calculé vers Raymond et Charlotte, sentant qu'il devait agir avec détermination et rapidité.
Une rage brûlait dans sa poitrine, mais il savait que pour éloigner Henri de leurs griffes, il devait garder le contrôle. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous exigez, dit-il, sa voix basse mais chargée de tension. Henri ne repartira pas avec vous, et si vous insistez, je ferai tout ce qui est nécessaire pour que vous ne puissiez jamais l'approcher à nouveau. » Charlotte laissa échapper un rire cynique, feignant la nonchalance. « Oh, bien sûr, vous parlez comme si vous aviez le choix, monsieur, dit-elle en croisant les bras et en prenant un ton condescendant. Ce qui est arrivé au garçon n'était qu'une simple transaction, et maintenant que vous vous en souciez, il est juste que vous nous compensiez. » Elle jeta un regard à Raymond, qui hocha la tête en signe d'approbation. Jacques serra les poings et jeta un dernier regard à Henri, qui serrait encore ses mains avec force. Il voyait la terreur dans les yeux du garçon, le désespoir silencieux de quelqu'un qui avait trop souffert. La douleur et la peur d'Henri poussèrent Jacques à prendre une décision, il ne laisserait plus jamais Henri seul. Il ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger le garçon. Jacques se redressa, ses épaules droites, et regarda fermement le couple, sa décision claire dans son esprit. Bien qu'il ressentît une forte urgence de protéger Henri, il savait qu'il n'avait légalement aucune autorité sur le garçon, ce qui le plaçait dans une position vulnérable. Il regarda Henri, qui, effrayé et incertain, l'implorait silencieusement de ne pas le laisser repartir avec eux. Observant le couple, Jacques murmura pour lui-même, « Ces gens n'ont aucun droit de s'approcher de lui à nouveau. » Cette déclaration silencieuse lui servit de rappel qu'en dépit de ne pas avoir la garde d'Henri, il était déterminé à utiliser toutes les ressources et tous les contacts à sa disposition pour empêcher le garçon de retourner à cette vie abusive. Jacques recula alors d'un pas et saisit fermement son téléphone, appelant rapidement son avocat. D'une voix basse mais urgente, il expliqua la situation sans que Charlotte et Raymond puissent entendre. « J'ai besoin que vous obteniez des documents d'adoption immédiatement et, si possible, une ordonnance restrictive contre ses anciens tuteurs. C'est mon fils biologique, qui avait disparu, mais je ferai des tests pour en être certain. Peu importe les résultats, cet enfant sera mon fils, biologique ou non. Faites tout ce que vous pouvez pour éloigner Raymond et Charlotte de lui. » Il détailla la situation en quelques mots, avec un ton qui montrait l'urgence et la détermination de quelqu'un prêt à utiliser toute son influence pour s'assurer que Raymond et Charlotte soient tenus à l'écart d'Henri. Dès qu'il raccrocha, Raymond, dans un dernier acte d'arrogance, tenta de maintenir un ton de défi. « Vous pensez pouvoir nous tenir à l'écart comme ça ? Ce garçon est encore de notre responsabilité, grogna-t-il, mais sa posture s'affaiblit déjà sous la fermeté de Jacques et la présence des agents de sécurité. Avec un calme qui dissimulait la colère en lui, Jacques fit un pas en avant, protégeant Henri de son propre corps. « Henri ne vous appartient pas, et à partir de maintenant, toute tentative de l'approcher sera considérée comme une menace. Vous avez perdu votre chance de vous occuper de lui, dit-il, sa voix froide et ferme. » Raymond et Charlotte comprirent que Jacques avait plus de pouvoir qu'ils ne pouvaient affronter, et, réalisant l'inévitabilité de la situation, ils commencèrent à reculer, leur visage déformé par la haine. « Ne crois pas que tout s'arrête ici, menaça Charlotte, lançant un dernier regard haineux vers Henri avant de partir aux côtés de Raymond. Les agents de sécurité les escortèrent, s'assurant qu'ils ne reviendraient pas pour intimider le garçon. Dès qu'ils furent à nouveau seuls, Jacques se tourna vers Henri, qui tremblait encore et semblait trop bouleversé pour parler. Il s'approcha et prit la main tremblante du garçon, essayant de lui transmettre un peu de calme au milieu du chaos qu'il traversait. « Ils ne te feront plus de mal, Henri, promit-il d'une voix basse, sentant son cœur se serrer en voyant l'état du garçon. C'était comme si une énorme responsabilité pesait sur lui, et Jacques savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Mais en observant Henri de plus près, il remarqua que sa fièvre semblait augmenter. Le garçon, toujours tremblant, toussa violemment, sa respiration devenant de plus en plus difficile. Jacques appela une infirmière qui évalua rapidement l'état d'Henri, l'air préoccupé. « Il a besoin de soins intensifs, expliqua-t-elle. Nous allons le transférer en unité de soins intensifs dès que possible. » Jacques hocha la tête, la gorge serrée, mais sachant que c'était le seul moyen de garantir qu'Henri reçoive le traitement dont il avait besoin. Il serra encore plus fermement la main du garçon, se promettant de ne plus jamais le laisser seul. « Je suis avec toi, Henri, je ne vais nulle part, murmura-t-il alors que les préparatifs pour le transfert étaient en cours. Une fois arrivé à l'unité de soins intensifs, Henri fut connecté à une série de machines qui surveillaient chacun de ses signes vitaux tandis que l'équipe médicale travaillait pour le stabiliser. Jacques s'assit près du lit, tenant la vieille photo de son bébé et observant le garçon qui luttait entre la vie et la mort. Il regarda l'épaule d'Henri, où la marque en forme de papillon semblait luire, pâle et distante, comme un subtil rappel de sa connexion avec lui. Chaque battement de cœur d'Henri, monitoré par les machines, était comme un coup de couteau pour Jacques, un rappel constant de la fragilité de la situation. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur grandissante, celle de perdre ce garçon avant même d'avoir pu le protéger et l'aimer comme il aurait dû. La salle de l'unité de soins intensifs était enveloppée d'une tension palpable, et le son strident du moniteur perça l'air, signalant l'arrêt cardiaque d'Henri. Jacques sentit son cœur se serrer douloureusement en voyant la ligne plate sur le moniteur et les médecins entourant le garçon, agissant rapidement pour tenter de le ramener. Chaque seconde semblait une éternité alors qu'il observait les professionnels pratiquer des compressions thoraciques sur Henri et préparer le défibrillateur.
La vue de ce garçon fragile, désormais en train de lutter pour sa vie, était presque insupportable. « S'il te plaît, Henri, tiens bon, murmura Jacques, la voix brisée, serrant fermement la vieille photo de son bébé qu'il avait gardée pendant des années. Il sentit ses jambes s'affaiblir, et l'espoir menaçait de lui échapper. Jacques ferma les yeux un instant, se remémorant les nuits sans sommeil et les années de recherche sans relâche, toujours avec l'espoir d'une réunion. « Tu es mon fils, tu dois rester, répétait-il, les mots sortant comme une prière désespérée. Les secondes s'étiraient, et l'environnement autour de Jacques semblait de plus en plus distant alors qu'il se concentrait uniquement sur Henri. Il regardait l'équipe médicale appliquer le défibrillateur, essayant de stabiliser le rythme cardiaque du garçon. Jacques serra ses propres mains, le cœur saisi par un mélange de désespoir et de foi. À chaque choc, il retenait son souffle, espérant voir le moindre signe de rétablissement. « Ce n'est pas possible, après tout, tu ne peux pas me quitter maintenant, murmura-t-il, comme si ses paroles pouvaient atteindre le garçon. Puis, enfin, le moniteur émit un signal, et la ligne plate commença à osciller. Le cœur d'Henri recommença à battre, et Jacques laissa échapper un profond soupir tremblant, des larmes coulant sur son visage sans qu'il cherche à les retenir. Un sentiment de soulagement l'envahit, mais l'épuisement et la tension continuaient de peser sur lui. Il garda les yeux fixés sur Henri, comme si rester à ses côtés pouvait le protéger de toute autre menace. Un médecin s'approcha, observant le visage encore pâle de Jacques. Il a surmonté la crise, mais nous devons le surveiller de près. La nuit sera cruciale, et tout changement pourrait être décisif pour son état, expliqua le médecin avec sérieux. Jacques hocha la tête, restant aux côtés d'Henri et serrant fermement sa main en signe de soutien et de protection. « Je ne vais nulle part, murmura-t-il pour lui-même, déterminé à être présent pour chaque instant de la lutte du garçon. Jacques se pencha près d'Henri, le regardant alors que sa respiration se stabilisait légèrement grâce aux machines. Il savait qu'Henri était vulnérable, mais en même temps, il sentait qu'une force en lui le poussait à continuer. « Jamais plus, Henri, tu ne passeras plus par rien de semblable. Je suis là maintenant, et rien ne pourra m'éloigner de toi, promit-il, la voix étranglée d'émotion. Les mots s'échappaient de ses lèvres comme une promesse, chargée d'un poids qu'il était prêt à porter pour le reste de sa vie. Au fil de la nuit, Jacques resta aux côtés d'Henri, chaque battement du moniteur renforçant sa détermination. Il se rappelait chaque détail des dernières heures, les menaces de Raymond et Charlotte, la résistance d'Henri alors qu'il suppliait de ne pas retourner avec eux. « Je te protégerai, ils ne s'approcheront plus de toi, pensa-t-il, l'image du couple éveillant en lui une rage et un sens de justice qu'il ne pouvait ignorer. Dans un moment de silence, alors qu'il veillait sur le garçon endormi, Jacques prit une décision importante. Profitant du calme et de la discrétion de la situation, il demanda au médecin de confiance de procéder à un test ADN. Il avait besoin d'une confirmation scientifique de ce qu'il ressentait déjà dans son cœur, qu'Henri était son fils perdu. « Je dois savoir, je dois en être sûr, pensa-t-il en tenant la vieille photo et en observant la marque de naissance identique à celle de l'enfant qu'il avait perdu. Chaque minute renforçait sa conviction qu'Henri était son fils, mais le besoin d'une preuve définitive devenait essentiel. L'infirmière s'approcha pour ajuster l'équipement et, remarquant l'expression tendue de Jacques, posa une main sur son épaule. « Il se bat ? Henri est fort. Il a quelqu'un à ses côtés maintenant, et cela fait toute la différence, dit-elle gentiment, essayant de lui transmettre un peu de sérénité. Jacques hocha la tête, absorbant les paroles de l'infirmière comme une encre d'espoir. « Oui, il est fort, il a juste besoin de savoir qu'il n'est plus seul, répondit-il, ressentant le poids de la responsabilité mêlée à la joie d'avoir enfin le garçon à ses côtés. Au fur et à mesure que la nuit avançait et qu'Henri continuait de se battre pour sa vie, Jacques se sentait de plus en plus déterminé à protéger le garçon. Il resta au chevet, surveillant chaque détail, chaque mouvement des moniteurs. Il savait qu'à partir de ce moment, il ferait tout ce qui était nécessaire pour qu'Henri ne souffre plus jamais. Ce fut alors, à l'aube, que le silence fut interrompu par des voix à la porte de la chambre. Jacques se leva, alerté, et reconnut immédiatement les visages de Raymond et Charlotte, qui, sans aucune cérémonie, exigeaient de voir Henri. L'unité de soins intensifs devint une scène de désespoir pour Jacques. Le bruit assourdissant et incessant du moniteur résonnait dans toute la pièce, et son cœur se glaça en voyant la ligne plate à l'écran, indiquant l'arrêt cardiaque d'Henri. Un instant, il resta paralysé, comme si le temps s'était ralenti et que tout autour de lui était devenu distant, assourdi, sauf l'image du garçon immobile devant lui. Les médecins se précipitèrent alors que Jacques poussait un cri, puis commencèrent les compressions et préparèrent d'urgence le défibrillateur. Jacques pouvait à peine respirer en voyant le corps frêle et immobile d'Henri alors qu'il tentait de le ranimer. Il était mort. Jacques sentit un nœud douloureux se former dans sa poitrine, une douleur qu'il n'avait jamais imaginé ressentir, le genre de souffrance que personne ne devrait jamais connaître. Voir Henri dans cet état, se battant pour une vie qu'il avait à peine commencé à vivre, était insupportable. Jacques tenta de rester solide, mais à chaque seconde qui passait sans réponse du corps du garçon, il sentait l'espoir lui échapper. C'était comme si tout ce qu'il avait espéré, chaque instant de recherche, était sur le point de se terminer de manière tragique et cruelle. « S'il te plaît, Henri, tu dois revenir, je veux tellement que tu sois là, mon fils. »
Reviens, donne-moi une chance de t'aimer et de prendre soin de toi comme tu le mérites, reviens, murmura Jacques, presque inaudible, sentant les mots sortir comme un cri silencieux de désespoir. Il serra la vieille photo, ses doigts crispés autour du papier usé, un rappel douloureux de l'enfant qu'il n'avait jamais cessé de chercher. Tu es mon fils, j'ai attendu si longtemps pour toi. Ça ne peut pas se finir comme ça, pas comme ça, reviens, murmura-t-il, incapable de retenir les larmes qui coulaient sur son visage, le visage d'un homme qui avait perdu tout contrôle, vulnérable et impuissant. Les médecins appliquèrent le défibrillateur, et le corps d'Henri fit un léger sursaut. Jacques retint son souffle, une lueur d'espoir naissant dans sa poitrine, mais le moniteur resta immobile, la ligne droite rappelant brutalement qu'Henri n'était pas encore revenu. Encore une fois, ordonna le médecin d'un ton ferme et déterminé, tandis que les autres membres de l'équipe se déplaçaient avec précision pour tenter de ramener le garçon. Chaque seconde était une agonie sans fin, chaque tentative un mélange de peur et d'espoir qui écrasait Jacques. Il ferma les yeux un instant, essayant de chasser l'image d'un avenir sans Henri, sans la chance de compenser les années de souffrance que le garçon avait endurées. Tu ne peux pas me quitter maintenant, Henri. Je suis là, je vais m'occuper de toi, être le père que tu mérites, revient, pria-t-il, se sentant écrasé par sa propre impuissance. Les sons de l'équipe médicale, le bourdonnement des machines, tout se fondait dans une cacophonie de désespoir. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le moniteur émit un faible bip régulier. La ligne plate vacilla, faible mais régulière, marquant le retour du battement de cœur d'Henri. Jacques sentit un poids énorme se lever de sa poitrine, et les larmes qu'il avait retenues coulèrent librement, mêlant soulagement et épuisement. Il couvrit son visage de ses mains un instant, essayant de reprendre son souffle, sentant ses jambes vaciller alors qu'il tentait de réaliser qu'Henri était toujours vivant. Un des médecins s'approcha, posant une main sur l'épaule de Jacques, le visage sérieux mais empreint d'une touche de compassion. Il a survécu à la crise, mais son état reste très grave. Nous devons le surveiller de près toute la nuit. Chaque seconde sera cruciale, expliqua-t-il, d'un ton calme mais lourd du poids d'une bataille encore en cours. Jacques acquiesça, incapable de répondre, et tourna à nouveau son attention vers Henri, observant chaque respiration, chaque léger mouvement. C'était un miracle fragile, une victoire incertaine, mais il savait qu'il ne le quitterait pas. Il se pencha sur le garçon, lui tenant fermement la main comme s'il pouvait lui transmettre toute sa force et son amour. « Tu es revenu, mon fils, tu es plus fort que tu ne le sais, Henri. Je sais que tu y arriveras. Tu ne traverseras plus jamais cela seul, je te le promets, murmura-t-il, laissant les mots n'être entendus que par Henri. Alors qu'Henri restait dans soins intensifs, Jacques prit une décision. Il s'approcha du médecin de garde dans l'unité de soins intensifs et lui parla à voix basse, avec une détermination qui ne laissait place à aucune objection. « Je veux que vous fassiez un test ADN dès que possible, dit-il, regardant fermement le médecin, qui comprit la gravité de la demande et acquiesça discrètement. Jacques savait qu'il avait besoin d'une confirmation scientifique, mais dans son cœur, il ressentait déjà qu'Henri était son fils, peu importe le résultat. La nuit se passa dans un silence lourd et dense, avec Jacques veillant au chevet d'Henri, vigilant, chaque battement surveillé du cœur du garçon rappelant la fragilité de la vie. Il regardait le visage pâle d'Henri, ses yeux fermés et ses lèvres entr'ouvertes, comme dans un sommeil profond et torturé. Chaque seconde semblait un test pour son propre cœur, mais il restait inébranlable, se répétant sans cesse qu'il ne laisserait plus rien arriver au garçon. À l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil perçaient à peine l'obscurité de l'unité de soins intensifs, la porte s'ouvrit brutalement. Jacques se retourna pour voir Raymond et Charlotte entrer, leurs visages arborant des expressions menaçantes. Jacques eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait que Raymond et Charlotte s'approchèrent de lui dans le couloir de l'hôpital. Ils semblaient troublés, non par l'état critique d'Henri, mais par la possibilité de perdre tout contrôle sur lui. Jacques les accueillit d'un regard rempli de colère contenue, attendant d'entendre ce qu'ils avaient à dire, mais sentant que chaque mot d'eux serait plus répugnant que le précédent. Raymond fut le premier à parler, croisant les bras avec un air de mépris. « Allons, finissons-en. Nous ne sommes pas venus ici pour faire semblant de nous soucier de lui, dit-il d'un ton froid et direct. Ce garçon n'a jamais rien signifié pour nous, nous l'avons gardé uniquement par commodité, quelqu'un devait bien faire le sale boulot à la maison, après tout, ajouta-t-il sans le moindre remords. Jacques sentit son sang bouillir face à la froideur de Raymond et serra les poings, luttant pour garder son calme. Charlotte lança un regard indifférent à Jacques, presque ennuyé, avant de soupirer avec exaspération. « Vous croyez vraiment qu'il était désiré ? Nous l'avons acheté il y a 8 ans d'une infirmière à l'hôpital général. Il était là, et il servait à nettoyer la maison, dit-elle d'une voix si glaciale qu'elle semblait capable de geler l'air autour d'elle. Nous avons payé un prix symbolique, et c'était tout. Nous avions résolu le problème, nous n'avions pas besoin de nous occuper de lui comme un fils, il devait juste faire nos corvées. » Jacques sentit une vague de choc en entendant ces mots, c'était plus que ce à quoi il s'était attendu, plus cruel qu'il ne l'avait imaginé. « Vous admettez que vous l'avez acheté ?» murmura-t-il, presque sans souffle, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. L'idée que son fils avait été échangé comme un objet bon marché était insoutenable, et tout ce temps, il avait été traité comme un serviteur. Raymond haussa les épaules comme si c'était évident. «
Pour nous, c'est tout ce qu'il était, un domestique, rien de plus, confirma-t-il avec un rire amer, semblant presque agacé par l'émotion de Jacques. Pour être honnête, nous pensions qu'il ne durerait pas longtemps, mais à notre surprise, le garçon était résistant, il a enduré tout ce qu'on lui imposait, ajouta-t-il sarcastiquement, comme si c'était un compliment. Charlotte leva les yeux au ciel avec une expression d'impatience et regarda Jacques comme s'il était naïf. Qu'est-ce que cela change maintenant? Après tout, vous semblez tellement engagé à le sauver. Si ce garçon vous importe tant, pourquoi ne pas payer plus pour lui et résoudre cette situation? Nous avons les documents prouvant que nous sommes responsables de lui, donc si vous le voulez, il faudra payer. Vous avez de l'argent, ce n'est rien pour vous. Sa voix exsudait le mépris, et ses paroles ne laissaient transparaître aucune trace de remords. Pour elle, Henri n'était rien de plus qu'une responsabilité indésirable, un sujet qu'elle supportait la peine de discuter. Jacques tenta de prendre une profonde inspiration, mais chaque mot qu'il entendait faisait croître le dégoût et la colère en lui. « Vous avez gardé un enfant comme un esclave, dit-il, la voix tremblante. Ce garçon a souffert sous votre responsabilité, et vous pensez encore que cela n'était rien. » Il se pencha vers eux, le regard féroce et déterminé. « Il ne mérite pas ce que vous lui avez fait? Henri est plus fort et a plus de valeur que vous ne pourrez jamais comprendre. » Raymond recula d'un pas, mais il ne sembla pas intimidé, seulement agacé. « Écoutez, il n'a jamais compté pour nous, mais maintenant que vous y êtes si attaché, peut-être que vous voulez payer un bon prix pour en finir une fois pour toutes, suggéra-t-il, essayant de transformer la situation en une nouvelle transaction lucrative. Après tout, il semble que vous soyez prêt à tout pour lui, non? Dans la chambre, Henri reprenait lentement conscience. Il était encore faible, la vision floue, mais le son de voix familière fit battre son cœur plus fort. Il reconnut les voix de Raymond et Charlotte, et, sans comprendre entièrement ce qui se passait, il se força à écouter. Chaque mot qui échappait à leurs lèvres perçait son esprit et son cœur comme des couteaux, révélant une vérité qu'il avait toujours soupçonnée mais qu'il n'avait jamais voulu croire. Il entendit chaque confession, depuis le moment où Raymond admit qu'il ne l'avait jamais aimé jusqu'à Charlotte disant qu'il l'avait acheté comme une simple marchandise. C'était une douleur difficile à décrire, un étau écrasant sa poitrine qui l'empêchait de respirer. Les années d'abus et de mépris prenaient enfin un sens pour Henri, et il réalisa qu'aux yeux de Raymond et Charlotte, il n'avait vraiment été rien de plus qu'un objet jetable. Jacques, inconscient qu'Henri écoutait, s'approcha de Raymond et Charlotte, les yeux fixés sur eux. « Vous ne vous approcherez plus jamais de lui, compris ? Jamais plus, dit-il, sa voix chargée d'une intensité presque menaçante. Je vais m'assurer qu'Henri ait la vie qu'il mérite, loin de toute la cruauté que vous pourriez lui apporter. Je l'aime, c'est mon fils. » Charlotte croisa les bras, arborant une expression de dédain. « Bonne chance avec ça, il n'est qu'un fardeau, et vous verrez que personne d'autre ne voudra s'en occuper. » « Mais si vous êtes tellement obsédé, c'est votre problème, dit-elle, esquissant un sourire cynique. Il n'a toujours été qu'un outil, et maintenant, s'il a une quelconque valeur pour vous, réglons cela en adulte, un paiement équitable, et vous ne verrez plus jamais nos visages. » Henri, entendant tout cela, sentit sa poitrine se serrer encore plus. Il avait du mal à respirer, et une douleur intense monta dans sa gorge. Il savait qu'il n'avait jamais été aimé par eux, mais entendre ces mots prononcés avec une telle froideur et un tel mépris était presque insupportable. Pendant ce temps, dans le couloir, Jacques faisait face à Raymond et Charlotte avec un calme calculé, sachant que le seul moyen d'assurer qu'ils ne croiseraient plus jamais le chemin d'Henri était de satisfaire leur avidité. Son cœur brûlait de rage et de mépris, mais en même temps, son esprit était focalisé sur la sécurité d'Henri. Sans un mot de plus, il sortit son portefeuille et commença à compter une somme qui serait plus que suffisante pour les éloigner définitivement. Il les regarda et déclara d'une voix ferme et maîtrisée, « Voici l'argent. C'est une petite fortune, suffisante pour que vous preniez cela et partiez d'ici, maintenant, et pour ne jamais revenir. C'est le prix pour que vous disparaissiez de sa vie à jamais ?» Raymond et Charlotte échangèrent des regards satisfaits, leurs visages s'illuminant à la vue de l'argent. Sans hésitation, ils prirent la somme et hochèrent la tête avec indifférence envers Jacques. Charlotte lança même un dernier commentaire avant de partir. « Bonne chance avec le fardeau, Jacques, il a toujours été un poids inutile. » Jacques resta dans le couloir après le départ de Raymond et Charlotte, la froideur de son regard reflétant sa détermination à ne jamais leur permettre d'approcher Henri à nouveau. L'argent qu'il avait donné au couple représentait un coût élevé, mais la sécurité d'Henri valait chaque centime. Il se fichait de l'argent, son fils valait plus que tout ce qu'il possédait. Il aurait renoncé à toute sa fortune pour lui. Jacques ressentait un mélange de dégoût et de soulagement en les voyant disparaître, et son cœur se remplissait d'une détermination renouvelée. Enfin, il pouvait offrir à Henri une vie libre de cette cruauté. Lorsqu'il retourna dans la chambre, il trouva Henri assis sur le lit, recroquevillé en silence. Le visage du garçon était humide de larmes, et il tremblait, les yeux fixés sur ses mains comme si le poids de ses vérités cruelles menaçait de l'écraser. Jacques réalisa qu'Henri avait entendu toute la conversation. Il s'approcha lentement, chaque pas mesuré, car il savait que le garçon était encore sous le choc. « Henri !» appela doucement Jacques, s'agenouillant près du lit. Henri leva les yeux, et son regard reflétait un mélange de tristesse et de méfiance, comme s'il essayait encore de comprendre si Jacques était quelqu'un de sûr ou quelqu'un qui l'abandonnerait lui aussi.
Jacques tendit la main, mais attendit, laissant à Henri l'initiative. Il savait que le garçon avait besoin de temps pour assimiler tout cela. « Tu as entendu ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas » demanda Jacques avec douceur, voyant le garçon acquiescer légèrement sans dire un mot. Henri tenta de retenir ses larmes, mais chaque souvenir, chaque mot de Raymond et Charlotte, faisait exploser ses émotions d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Enfin, il regarda Jacques, et d'une voix tremblante et faible, il déversa ses pensées. « J'ai entendu que je n'étais jamais rien pour eux, » murmura Henri, sa voix à peine audible à cause des équipements médicaux auxquels il était connecté, mais chargé de douleur. « J'ai toujours pensé que peut-être, j'étais vraiment des leurs, mais je ne l'ai jamais été. Ils m'ont acheté, comme si je n'étais rien. » Continua-t-il, les larmes coulant silencieusement alors qu'il tentait de réprimer l'angoisse qui le consumait. « Alors pourquoi es-tu encore là, pourquoi ne pars-tu pas toi aussi ?» Jacques sentit son cœur se serrer en entendant ces mots, et la douleur dans les yeux d'Henri était comme un couteau qui le transperçait. Il tendit la main pour tenir les mains tremblantes du garçon, un contact doux mais ferme, et le regarda droit dans les yeux. « Parce que tu n'es pas un objet, Henri, tu ne l'as jamais été, » dit Jacques, sa voix remplie d'amour et d'une certitude inébranlable. « Tu es bien plus que ce qu'ils ont dit, bien plus que les souffrances qu'ils t'ont fait endurer. Tu mérites d'être aimé et pris en charge, et c'est ce que je vais faire. Je suis là pour toi. » Henri cligna des yeux, essayant de comprendre ces mots et de s'imprégner de la chaleur et de la sincérité qui émanaient de chacun des mots de Jacques. Il était incrédule, mais quelque chose en lui voulait désespérément croire. « Tu vas vraiment rester » demanda-t-il, sa voix encore faible, comme s'il avait peur de la réponse. Jacques acquiesça sans hésiter. « Je resterai, Henri. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je t'ai cherché toutes ces années, crois-moi, je ne partirai jamais, promit-il, sentant le poids de ces mots comme un vœu sacré. Il voulait qu'Henri sache qu'à partir de ce moment-là, il ne serait plus jamais seul, Jacques serait l'encre dont le garçon avait tant besoin. Avant qu'Henri ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit, et une infirmière entra avec une enveloppe à la main. Elle jeta un rapide coup d'œil à Jacques et lui tendit l'enveloppe avec un hochement de tête solennel. Jacques comprit immédiatement ce que c'était, les résultats du test ADN. Sa main trembla légèrement en prenant l'enveloppe, et il prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir. Le monde sembla s'arrêter autour de lui, chaque seconde une attente insupportable alors qu'il lisait le mot qui comptait le plus, positif. Jacques ferma les yeux un instant, absorbant l'impact de cette confirmation. C'était un sentiment indescriptible, comme si toutes ces années de recherche, d'espoir et de désir avaient pris forme d'une manière qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il regarda Henri, qui le fixait avec un mélange d'attente et de peur, essayant de déchiffrer l'expression sur son visage. Sans dire un mot, Jacques s'approcha lentement et avec précaution, il serra le garçon dans une étreinte. Henri se tendit un instant, mais se détendit rapidement dans les bras de Jacques, s'autorisant à ressentir cette chaleur et cette sécurité qu'il n'avait jamais connue. Il se laissa envelopper, comme s'il découvrait ce que cela signifiait être aimé. Il ferma les yeux et laissa les larmes couler librement, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, elles étaient des larmes de soulagement, d'acceptation. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un le serrait tendrement avec un amour sincère qu'il n'avait jamais connu. « Tu es mon fils, Henri » murmura Jacques, la voix serrée d'émotion, en serrant tendrement le garçon. « Et je te promets qu'à partir de maintenant, tu ne souffriras plus jamais. Tu auras une vie remplie d'amour, de respect et de soins, parce que c'est ce que tu mérites. Je suis là maintenant, et rien ne t'éloignera de moi. » Henri s'accrocha à l'étreinte de Jacques, chaque mot venant apaiser les blessures qu'il portait. Il pouvait à peine croire que tout cela se produisait, que quelqu'un le valorisait enfin. C'était une sensation nouvelle, quelque chose qu'il avait toujours rêvé mais qu'il n'avait jamais cru possible. Il se sentait petit mais en même temps fort, comme si cette étreinte était un bouclier capable de le protéger de toute souffrance. Toujours la tête enfouie dans l'épaule de Jacques, Henri leva les yeux et d'une voix hésitante, presque murmurée, posa une question qui portait le poids de ses années de solitude et d'abandon. « Est-ce que je peux t'appeler papa ?» Le son de ce mot, si simple et pourtant si puissant, le transperça profondément. Jacques sentit des larmes lui monter aux yeux. Tout ce temps passé à chercher son fils, chaque moment de douleur et de perte, trouvait enfin son sens. Il se recula légèrement, juste assez pour regarder Henri dans les yeux, et d'une main, il essuya les larmes du garçon, lui souriant avec une sincérité empreinte d'émotion. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Henri. Tu peux m'appeler papa, parce que c'est exactement ce que je suis, » répondit Jacques, la voix tremblante, « et je serai toujours là pour toi, comme un père devrait l'être. » En entendant ces mots, Henri ressentit une vague de soulagement et de bonheur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il esquissa un sourire timide, et pour la première fois, se sentit appartenir à une famille. Il serra à nouveau Jacques dans ses bras, aussi fort qu'il le pouvait. « Papa » murmura-t-il, comme pour tester le mot, savourant la nouveauté et la chaleur qu'il apportait. C'était le son de l'espoir, de l'amour et d'une nouvelle vie qu'il avait à peine imaginé possible. Jacques savait que ce moment n'était que le début, il devait s'assurer que rien ne menacerait plus la sécurité et le bien-être d'Henri. Tout en tenant le garçon, il prit son téléphone et appela son avocat de confiance. Dès que l'avocat répondit, Jacques n'attendit pas pour expliquer la situation,
je veux que les autorités soient informées de Raymond et Charlotte. Ils ont acheté Henri illégalement et l'ont gardé dans des conditions abusives. Je veux que tous les détails soient signalés et que justice soit rendue. Henri écoutait les paroles de Jacques avec un mélange de soulagement et de surprise. Il savait qu'il était enfin en sécurité et que la terreur que ces deux-là représentaient allait disparaître de sa vie pour toujours. Pour la première fois, il ressentait que quelqu'un se battait pour lui, que sa sécurité et son bonheur importaient. L'avocat, de l'autre côté de la ligne, prêt à agir immédiatement, répondit « Bien entendu, monsieur. Je vais rassembler les détails et présenter le dossier aux autorités locales. Nous nous assurerons qu'ils subissent les conséquences légales de tout ce qu'ils ont fait, assura-t-il, et Jacques sentit un poids se lever de ses épaules. Il savait maintenant que la justice était en marche et qu'Henri n'aurait plus jamais à affronter le regard menaçant de Raymond et Charlotte. Jacques raccrocha et reporta son attention sur Henri, qui l'observait avec des yeux curieux, essayant de comprendre ce qui allait se passer ensuite. « Ils ne te feront plus de mal, Henri. J'ai fait en sorte qu'ils ne t'approchent plus jamais, dit-il fermement, chaque mot étant une promesse, un engagement qu'il était prêt à tenir à tout prix. Henri prit une profonde inspiration, essayant de digérer tout ce qui se passait. Il s'habituait encore à l'idée d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qu'il aimait et le protégerait. Pour la première fois, il se sentait important, digne d'être pris en charge. « Merci, papa, dit Henri, sa voix encore faible mais chargée de gratitude. C'était étrange et merveilleux de prononcer ce mot. « Comme il se doit, mon fils, répondit Jacques en souriant, passant sa main dans les cheveux d'Henri avec tendresse. Il savait que ces petits gestes étaient aussi importants que les grandes actions. C'était le début d'une nouvelle vie pour eux deux, et Jacques était déterminé à créer des souvenirs heureux et à le protéger de tout ce qui pourrait lui causer de la douleur. En attendant des nouvelles de l'avocat, Jacques et Henri parlèrent de choses simples, des histoires de l'enfance de Jacques, des rêves qu'Henri n'avait jamais osé partager. Chaque mot échangé bâtissait des liens de confiance, et ils étaient tous deux immergés dans cette nouvelle relation qui se formait. Quelques heures plus tard, Jacques reçut la nouvelle que Raymond et Charlotte avaient été retrouvés et étaient en garde à vue. Les accusations d'achat illégal d'enfants et de maltraitance étaient formalisées, et ils allaient faire face à un procès. Le cœur de Jacques se remplit de soulagement et de satisfaction, la menace était écartée, et il savait qu'Henri pourrait enfin vivre sans crainte. Il se tourna vers Henri et lui annonça la nouvelle avec un sourire calme. « Ils ont été arrêtés, Henri. Ils ne reviendront jamais, dit-il, observant l'expression de surprise et de soulagement sur le visage du garçon. Pour Henri, ces mots étaient comme une délivrance définitive, la confirmation que le cauchemar touchait enfin à sa fin. Henri laissa échapper un profond soupir et ferma les yeux un instant, absorbant le sentiment de paix qui envahissait sa poitrine. Il sentit la présence de Jacques à ses côtés et savait qu'il pouvait enfin recommencer. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il regarda Jacques et murmura « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un ferait ça pour moi. Je n'avais jamais imaginé avoir quelqu'un à mes côtés. » Jacques serra la main d'Henri et répondit fermement « Je serai toujours à tes côtés, Henri. Maintenant, tu as quelqu'un sur qui compter pour tout. Je te soutiendrai, te protégerai et t'aimerai chaque jour. » Les jours passèrent, et Henri restait allongé dans le lit d'hôpital, entouré de machines et de moniteurs qui enregistraient son rétablissement lent mais constant. Les médecins allaient et venaient, vérifiant chaque détail, ajustant les médicaments et surveillant sa respiration, confirmant à Jacques que le garçon n'était pas encore prêt à sortir de l'hôpital. C'était un processus lent et délicat, et il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Il savait qu'après tant d'années de souffrance, Henri méritait une récupération complète et en sécurité. Jacques passait chaque jour aux côtés d'Henri, suivant ses progrès et observant les petites améliorations, un sourire timide ici, un regard plus confiant là. Mais à mesure que le temps passait, il ressentait le besoin d'exprimer tout ce qu'il avait gardé dans son cœur. Cet après-midi-là, alors que l'infirmière quittait la chambre et que le silence prenait le dessus, il s'assit près du garçon, lui tenant les mains, et commença à parler. « Henri, je sais que tu ne comprends peut-être pas encore, mais je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. Dès l'instant où j'ai compris que tu étais mon fils, quelque chose en moi a changé pour toujours. J'ai passé des années à te chercher, chaque jour imaginant ce que ce serait de te retrouver, et souvent le désespoir prenait le dessus en moi. Je savais que quelque chose de précieux m'avait été enlevé, et le monde semblait vide, incomplet. » Il regarda le visage d'Henri, observant la lueur timide dans les yeux du garçon qui écoutait attentivement. « Pendant toutes ces années, chaque fois que je fermais les yeux, c'était ton visage que j'essayais d'imaginer, mais je n'y parvenais jamais car la douleur de ne pas t'avoir près de moi était trop grande. Je me demandais où tu étais, si quelqu'un prenait soin de toi, si tu étais heureux. Mais maintenant, en te regardant, je réalise combien tu as souffert, combien tu as affronté seul, sans avoir personne à tes côtés. » Henri serra plus fort les mains de Jacques, comme s'il essayait d'absorber l'intensité de chaque mot. Jacques continua, la voix étranglée par l'émotion, mais déterminé à ne rien laisser de côté. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour te protéger, pour te serrer dans mes bras, pour te défendre de tout ce que tu as traversé, et je sais que les mots ne peuvent pas changer le passé. Mais je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seul. » Il prit une profonde inspiration, cherchant la force de continuer. « Tu es mon fils, Henri. Mon cœur le savait dès le premier instant,
Peu importer le résultat du test, car tu es devenu mon fils dès que j'ai vu que tu avais besoin de moi, et que je voulais m'occuper de toi. Mais maintenant que je sais, maintenant que j'en suis sûr, je ne ménagerai aucun effort pour te donner tout ce que tu mérites. Chaque seconde, chaque décision sera pour te voir heureux, te voir bien. Je te promets qu'à partir de maintenant, tu vivras entouré d'amour et de soins. Jacques remarqua une larme couler sur le visage d'Henri, et son cœur se serra en voyant combien ces mots touchaient le garçon. Tu sais, Henri, je pourrais essayer de te dire combien tu comptes pour moi, mais je ne pense pas que tous les mots du monde suffiraient. Ce que je peux te promettre, c'est que tant que j'aurai la force, tant que je serai en vie, tu auras toujours quelqu'un pour t'aimer et te soutenir, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'avenir réserve. Tu es mon fils, et je t'aimerai pour le reste de ma vie. Il s'arrêta, essuyant les larmes d'Henri avec un doux sourire, essayant de lui transmettre toute la paix et la sécurité qu'il portait désormais avec lui, ayant enfin le garçon à ses côtés. Je sais que tu portes beaucoup de cicatrices, que tu as traversé des choses que personne ne devrait vivre, mais je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, tu peux être celui que tu veux être, car tu auras toujours un père à tes côtés. La voix de Jacques se fit plus faible, mais il continua, déterminé. Nous allons construire de nouveaux souvenirs, Henri, vivre de bons moments, et créer des souvenirs qui effaceront chaque instant de tristesse. Je veux que tu ressentes l'amour et la joie que tu as toujours mérité, que tu vives la vie qui t'a été enlevée, et je serai là, chaque pas du chemin, fier de te voir devenir tout ce que tu as toujours été destiné à être. Henri resta immobile quelques secondes, enveloppé dans les bras de Jacques, ressentant la sécurité et la chaleur de cette étreinte. C'était une sensation nouvelle, remplissant chaque espace vide de son cœur, comme si les mots de Jacques étaient capables d'effacer chaque douleur, chaque blessure qu'il portait. Lentement, il se recula juste assez pour regarder Jacques dans les yeux, et d'une voix hésitante, il commença finalement à parler. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait se soucier de moi comme ça, dit Henri, la voix étranglée par l'émotion. J'ai toujours pensé que le problème venait de moi, que je n'étais pas assez bien pour que quelqu'un veuille vraiment de moi. Il baissa le regard un moment, comme s'il avait encore du mal à croire que tout cela était réel. Je pensais peut-être que je ne méritais pas d'être aimé. Jacques prit le visage d'Henri entre ses mains, le regardant droit dans les yeux. Non, Henri, ne pense plus jamais ça. Tu es plus que suffisant, tu es parfait tel que tu es, et je suis la preuve que tu mérites tout l'amour du monde. Tu es mon fils, et je t'aime exactement comme tu es, déclara-t-il avec une conviction qui fit naître une nouvelle vague d'espoir dans le cœur d'Henri. Henri cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait d'absorber chaque mot, chaque promesse. Il prit une profonde inspiration, et d'une voix un peu plus ferme, regarda Jacques et dit « Papa, je n'ai jamais eu personne pour me dire ces choses. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'aimait vraiment. » Il hésita mais continua. « J'ai peur que ce soit un rêve, que je me réveille et que rien de tout cela ne soit réel. » Jacques serra doucement les mains du garçon et sourit, essayant de lui transmettre toute la sécurité dont il avait besoin. « C'est réel, mon fils. Je suis là, et je resterai là chaque jour, chaque moment. Rien ni personne ne nous séparera, assura-t-il. Il savait qu'il faudrait du temps et de la patience pour qu'Henri croie vraiment à tout cela, mais il était prêt à tout pour lui. Henri finit par sourire, un sourire timide mais sincère, et hocha la tête. « Je te crois, papa, dit-il, prononçant le mot papa avec une tendresse et une douceur qui firent déborder le cœur de Jacques de joie. C'était une nouvelle étape, un nouveau départ pour eux deux, et Jacques savait à cet instant qu'il ferait tout pour protéger ce lien précieux qu'ils avaient enfin construit. Quelques jours plus tard, Henri attendait avec impatience le moment de quitter l'hôpital, même s'il était nerveux quant à ce qu'il attendait dehors. Pendant sa convalescence, chaque jour passé aux côtés de Jacques lui rappelait qu'il n'était plus seul. Maintenant, quitter l'hôpital signifiait vraiment commencer cette nouvelle vie qu'il avait à peine imaginée. Assis au bord du lit, il regarda Jacques, qui se tenait à ses côtés avec un sourire empreint de satisfaction. Jacques prit la main d'Henri et la serra doucement, sentant l'anxiété du garçon. « Prêt à découvrir ta nouvelle maison, Henri ?» demanda-t-il avec une douceur qui inspirait calme et encouragement. Il voulait que ce moment soit un jalon pour tout ce qui allait suivre, c'était bien plus qu'un simple changement d'environnement, c'était un nouveau départ. Henri hocha la tête, essayant de contenir sa nervosité, mais il ne put s'empêcher de laisser échapper le doute qui le rongeait. « Et si je ne trouve pas ma place ?» demanda-t-il, craignant que cette nouvelle vie soit trop grande pour lui. Il n'avait jamais connu le concept de chez soi et ne savait pas vraiment ce que cela signifiait. « Et si je ne sais pas comment être ton fils ?» Jacques sourit et posa une main sur l'épaule d'Henri, lui insufflant confiance. « Tu es déjà mon fils, Henri, et tu as parfaitement ta place. Tu n'as rien à faire pour ça, répondit-il. La seule chose que je veux, c'est que tu te sentes chez toi. Cette maison sera toujours la tienne, maintenant, et elle t'attendait. » Le personnel de l'hôpital finalisa les dernières instructions médicales, et Jacques accompagna Henri jusqu'à la voiture qui les attendait. Alors que la voiture se dirigeait vers la nouvelle maison, Henri regardait par la fenêtre, admirant chaque détail du trajet, émerveillé par tout ce qui l'entourait. C'était comme s'il voyait le monde avec de nouveaux yeux. L'idée d'avoir un endroit qui lui appartiendrait, où il serait accueilli, semblait presque irréelle. À leur arrivée, Henri resta paralysé en découvrant l'immense bâtiment devant lui. Jacques remarqua l'émerveillement dans son regard et posa une main sur son épaule en disant d'un ton amusé «
bienvenue chez toi, et ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps d'explorer chaque recoin. Cette maison est aussi la tienne que la mienne. » En entrant, Henri fut accueilli par un intérieur chaleureux et baigné de lumière, avec des détails qui inspiraient chaleur et vie. Il se sentait encore un peu incertain en parcourant les pièces, mais le soutien constant de Jacques lui faisait sentir qu'il était enfin là où il devait être. Puis, Jacques le guida vers une porte fermée au bout du couloir, l'ouvrant avec un sourire accueillant. « C'est ta chambre, Henri. J'ai demandé à ce que tout soit préparé, et j'ai pris soin de nombreux détails pendant que tu étais à l'hôpital, annonça-t-il en révélant l'espace spécialement aménagé pour lui. La pièce était remplie de couleurs douces et de meubles soigneusement choisis. Au mur, des tableaux apportaient une sensation de tranquillité et d'espoir, et une grande fenêtre laissait entrer la lumière du jour, illuminant l'espace d'une douce clarté. C'était bien plus que ce qu'Henri avait jamais imaginé avoir. Henri entra avec des pas hésitants, regardant autour de lui avec de grands yeux émerveillés. Il s'approche du lit, qui semble confortable et accueillant, et passe ses doigts sur les couvertures douces, essayant d'absorber chaque détail. « Je ne sais pas quoi dire » murmure-t-il, la voix tremblante d'émotion. C'était la première fois que quelque chose avait été fait avec soin pour lui, et il ne savait pas comment réagir. Jacques s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Henri. Cette chambre est ton espace. Ici, tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux. C'est ta maison, et je veux que tu te sentes en sécurité et aimé ici, » dit-il avec un sourire encourageant. « Tout ce que tu vois a été pensé pour toi, pour que tu te sentes en paix. » Avec un profond soupir, Henri se laissa tomber sur le lit, expérimentant pour la première fois le confort, la sécurité et le sentiment d'appartenance. Il n'était plus traité comme un étranger, mais comme quelqu'un qui méritait d'être là. Il regarda Jacques, ses yeux encore brillants d'incrédulité. « Je n'ai jamais eu personne pour se soucier de ces choses, un endroit comme celui-ci. Je n'ai jamais eu un espace rien qu'à moi, confia-t-il, ressentant une émotion qu'il ne savait même pas exister. Jacques s'assit à côté de lui et lui donna une petite tape amicale dans le dos. « Maintenant, tu en as un, Henri, et cette maison, cette chambre, seront toujours là pour toi, comme un refuge, un espace où tu es aimé et valorisé. Parce que tu es ma famille, et je ferai tout ce que je peux pour que tu le ressentes dans chaque détail, promit-il, observant l'expression émotive sur le visage de son fils. Henri ferma les yeux un moment, s'autorisant à absorber l'environnement. Il savait que le chemin pour surmonter le passé serait long, mais avec Jacques à ses côtés, il sentait qu'il pouvait franchir chaque étape nécessaire. « Merci, papa » murmura-t-il, sentant le mot papa couler naturellement de ses lèvres, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Jacques sourit, son cœur débordant de joie et d'amour, et passa son bras autour du garçon. « Je serai toujours là pour toi, Henri. Ce n'est que le premier de nombreux souvenirs que nous allons construire ensemble. Tu mérites chacun d'entre eux et bien plus encore, » dit-il en le tenant fermement, montrant qu'à partir de maintenant, Henri aurait toujours un refuge sûr où retourner. Quelques semaines plus tard, Henri était devenu une version renouvelée de lui-même, déambulant légèrement dans la maison qu'il appelait désormais son chez-soi. Le temps qu'il avait passé aux côtés de Jacques avait fait des merveilles sur sa guérison émotionnelle, et la joie dans son regard était visible. Avec le soutien et l'affection constants de son père, il ressentait enfin un sentiment d'appartenance et une confiance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque jour, Henri découvrait davantage sur la vie et sur lui-même, comme si chaque moment était une pièce du puzzle de son identité. Il allait maintenant à l'école, se faisait des amis, et surtout, il comprenait que sa vie était sous son contrôle. En marchant dans le jardin aux côtés de Jacques, il souriait facilement, chose qui semblait autrefois un rêve lointain. « Je n'aurais jamais pensé que le bonheur était si simple » commenta Henri en observant les fleurs autour d'eux. Jacques, à ses côtés, avait lui aussi changé. Le poids de ses années de recherche avait été remplacé par la satisfaction d'avoir enfin son fils auprès de lui. Il regarda Henri avec un mélange de fierté et de gratitude. « Le bonheur t'a toujours été destiné, Henri, il suffisait simplement qu'on le trouve ensemble, » dit-il avec un sourire doux. La paix sur le visage de Jacques reflétait la certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Le passé, qui les avait hantés si longtemps, avait enfin trouvé sa juste conclusion. L'infirmière responsable de la disparition d'Henri de son berceau à la maternité où la défunte épouse de Jacques avait accouché fut arrêtée, tout comme Charlotte et Raymond, qui demeuraient en prison pour leurs crimes. Ils étaient tous derrière les barreaux, justice avait été rendue, et Henri pouvait enfin laisser de côté les fantômes qui avaient été une présence constante dans sa vie pendant si longtemps. Le sentiment de liberté était presque palpable. Un jour paisible qu'ils passaient ensemble, Henri regarda Jacques, son visage serein mais déterminé. « Tu sais, papa, je n'ai plus peur de ce qui s'est passé. Je sais que je n'ai pas à le porter comme un fardeau. C'est une partie de moi, mais ça ne définit pas qui je suis, » dit-il avec une maturité impressionnante. Jacques ressentit une joie profonde en entendant ces mots. Voir son fils trouver sa propre force était la plus grande récompense qu'il pouvait recevoir. Dans les moments de détente, Henri se montrait de plus en plus confiant, participant avec enthousiasme aux activités. Il aimait explorer le jardin, où Jacques avait aménagé un petit espace pour lui, pour qu'il puisse jouer, planter ses propres fleurs et prendre soin de l'endroit. À chaque nouvelle découverte, Henri affichait un sourire sincère, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place.
Regarde cette fleur qui a fleuri aujourd'hui, disait-il en montrant la plante qu'il avait lui-même plantée. Jacques s'approchait pour observer avec fierté. Cette fleur est le reflet de ta force, Henri. Chaque détail d'elle te ressemble, résilie, beau et plein de vie. Tu me rappelles tellement ta mère, disait-il en observant l'expression de bonheur sur le visage d'Henri. Tu as apporté une joie dans cette maison que je n'aurais même pas cru possible. La confiance d'Henri s'étendait aussi à de nouveaux rêves. Il parlait maintenant ouvertement de ses projets pour l'avenir, partageant ses idées et aspirations avec Jacques. Papa, un jour, je voudrais pouvoir aider d'autres enfants, comme tu l'as fait pour moi. Je veux qu'ils sachent qu'il y a de l'espoir, même quand tout semble sombre, confia-t-il, les yeux brillants. Jacques fut ému de voir comment le garçon avait transformé sa douleur en détermination. Les jours passaient paisiblement, et Henri s'autorisait de plus en plus à être simplement un garçon ordinaire, découvrant le monde et savourant l'enfance qui lui avait été arrachée pendant si longtemps. Il passait des heures à étudier, à jouer dans le jardin, et au crépuscule, lui et Jacques avaient une tradition spéciale, regarder ensemble le coucher du soleil, chacun exprimant ses espoirs pour le lendemain. C'était un rituel qui renforçait le lien entre eux. Un de ces soirs, Henri posa sa tête sur l'épaule de Jacques et sourit en regardant les couleurs du ciel. « Papa, je n'aurais jamais pensé que le monde pouvait être aussi beau. Merci de m'avoir montré qu'il y a tant de choses à vivre, dit-il, sa voix pleine de gratitude et de tendresse. » Jacques le serra dans ses bras, sachant que ce moment était l'un des plus précieux de sa vie. La maison, autrefois silencieuse et vide, résonnait maintenant de la présence d'Henri. Chaque rire, chaque jeu, chaque découverte emplissait l'espace de joie et d'un amour qui semblait grandir de jour en jour. Jacques, qui avait autrefois vécu dans l'ombre de l'absence de son fils, sentait désormais que tout était enfin complet. Il savait que ce parcours les avait transformés et les avait unis d'une manière indestructible. Avec le temps, Henri devint une source d'inspiration pour Jacques, qui le voyait affronter chaque nouveau défi avec courage et optimisme. Il réalisait que son fils devenait plus confiant, plus heureux, et savait que c'était le fruit de l'amour et de la confiance qu'ils avaient construit ensemble. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, Henri. Je suis si fier d'être ton père, lui dit-il avec un sourire admiratif. Henri lui rendit son sourire et, avec la tranquillité qu'il avait enfin trouvée, répondit « Et moi, je suis heureux d'être ton fils. Merci de ne jamais avoir abandonné. » Des mois plus tard, la maison de Jacques exhalait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce foyer, qui autrefois paraissait vide et silencieux, était désormais rempli de rires, de conversations, et surtout de la présence d'Henri. Le garçon, autrefois timide et méfiant, s'épanouissait avec confiance et joie, s'adaptant à la vie avec Jacques d'une manière qui lui faisait vraiment sentir qu'il était chez lui. Chaque matin, Henri trouvait de nouvelles façons d'explorer le jardin, un espace que Jacques entretenait soigneusement en mémoire de Luna, sa femme et la mère d'Henri. Luna avait toujours eu un amour particulier pour les plantes et les fleurs, et le jardin était le reflet de son amour pour la nature et pour la vie. Jacques sentait qu'en voyant Henri prendre soin de ce jardin, une partie de Luna restait vivante avec eux. Elle aimait ces fleurs, commenta Jacques un matin en observant Henri planter de nouveaux semis. Ta mère disait toujours qu'un jardin, c'est comme une famille, il grandit avec soin, amour et patience. Il sourit en se souvenant de Luna, ressentant une nostalgie mêlée d'une paix tranquille. C'était comme si le cycle était enfin complet. Lui, Luna et maintenant Henri étaient ensemble, d'une manière ou d'une autre, malgré le temps et la perte. Henri s'arrêta un instant, observant le jardin autour de lui et pensant à tout ce qu'il avait entendu sur sa mère. Bien qu'il ne l'ait jamais connue, il se sentait proche d'elle à travers les histoires de Jacques et les souvenirs que son père chérissait. « J'aimerais qu'elle soit là pour voir tout ça, murmura-t-il, pensif. Mais j'ai l'impression qu'elle est là, d'une certaine façon. » Jacques acquiesça, posant une main sur l'épaule de son fils. « Elle est là, Henri, en toi, dans les moments que nous vivons et dans les choix que nous faisons. Elle nous a laissé assez d'amour pour remplir cette maison, même si elle n'est pas là physiquement, dit-il, la voix chargée d'émotion. Il savait que Luna serait fière du fils qu'ils avaient élevé ensemble, malgré toutes les épreuves. Chaque jour, Henri montrait qu'il devenait un jeune homme résilient, avec des rêves et un désir sincère d'aider d'autres enfants qui, comme lui, avaient traversé des épreuves. À présent, aux côtés de Jacques, il se sentait en sécurité pour rêver et planifier l'avenir. « Papa, un jour, je veux faire quelque chose d'important. Je veux que d'autres enfants ressentent ce que je ressens maintenant. Je veux les aider, comme tu m'as aidé, dit-il avec un regard déterminé. Jacques sourit, touché par la compassion qu'il voyait en Henri. Il savait que son fils avait transformé sa douleur en force, une chose que peu de gens étaient capables de faire. Tu le fais déjà, Henri. Rien qu'en étant là, en étant qui tu es, tu apportes de l'espoir, répondit-il, la fierté évidente dans chaque mot. Et je suis certain que tu accompliras tous les rêves que tu as. À l'intérieur de la maison, la décoration simple et chaleureuse reflétait le foyer qu'ils construisaient ensemble. La chambre d'Henri, un espace pensé pour être un havre de paix, était l'endroit où il passait des moments calmes à lire, étudier, et parfois simplement à rêver. Jacques savait que cet environnement permettait enfin à Henri d'être un enfant, chose qu'il n'avait pas eu la chance d'être auparavant. Un après-midi, alors qu'il feuilletait un vieil album photo, Henri montra une photo de sa mère, jeune et souriante, tenant une fleur dans le jardin.
Elle a l'air tellement heureuse, commenta-t-il en observant le visage rayonnant de Luna. C'est étrange, mais j'ai l'impression de la connaître, comme si elle était ici avec nous. Jacques acquiesça avec un sourire nostalgique. Elle est là, mon fils, dans chaque geste, dans chaque souvenir. Elle voulait que tu sois heureux, que tu aies une vie épanouissante. Tout ce que nous vivons maintenant est une façon d'honorer ce souhait, expliqua-t-il, laissant Henri absorber l'importance de ce lien. Henri sourit et serra Jacques dans ses bras, se sentant reconnaissant pour la vie qu'il pouvait maintenant construire. En sortant dans le jardin cet après-midi-là, père et fils regardèrent vers l'horizon, portant tous deux dans leur cœur la certitude qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. C'était le début d'un nouveau chapitre, et ils savaient que Luna continuerait de faire partie de ce voyage, gardée dans chaque souvenir et chaque sourire qu'ils partageaient.